Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette webconférence. Je suis Laurence Liégeois, en charge de la politique de la ville au Centre de ressources Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Alors, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est donc le centre de ressources sur le développement territorial en région Nouvelle-Aquitaine. Et nos missions consistent à accompagner les territoires dans le déploiement de leur politique publique, et en particulier en direction des territoires les plus vulnérables, et notamment les territoires qui sont situés en politique de la ville. Alors, la webconférence d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de travaux qu'on a conduits tout au long de l'année 2023 sur la préparation des contrats de ville engagement quartier 2030. Et donc, on a conduit différents travaux, et aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement à la question des élus politiques de la ville. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions technique. Vous avez vu sans doute que vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole sur cet outil de webconférence. En revanche, vous avez à votre disposition un onglet questions en bas à droite de votre écran, et je vous invite chaleureusement à l'utiliser pour réagir aux propos des différentes invités que vous entendrez aujourd'hui, et à poser aussi des questions, à leur poser des questions. Je ferai le maximum pour prendre en compte vos apports et vos questions au fur et à mesure de nos échanges. Ma collègue Pauline Nunes, qui est avec moi, reste en lien avec vous dans le chat. Alors, pourquoi ce thème des élus dans la politique de la ville ? Nous avons largement travaillé pendant un an sur des éléments de méthode liés à la préparation des contrats, les questions d'élaboration d'un projet de territoire, des questions de gouvernance, la question de la place des habitants. Nous avons également approfondi avec vous différentes thématiques clés de cette nouvelle contractualisation, les transitions, l'emploi, l'inclusion numérique ou l'alimentation. Et donc aujourd'hui, il nous semblait indispensable de consacrer un temps de travail au rôle et à la place des élus, à la fois dans le processus de contractualisation, mais plus largement aussi dans l'animation de la politique de la ville dans la durée. Alors, cette webconférence se déroulera en 3 temps. Dans une première partie, on s'intéressera à ces femmes et à ces hommes qui deviennent élus en charge de la politique de la ville, quels sont leurs parcours, leur profil, et puis quel est le sens de leur engagement. Ensuite, on s'intéressera plus spécifiquement à la fonction de l'élu à la politique de la ville et à son rôle dans la gouvernance territoriale et dans l'animation de la politique de la ville. Et enfin, on terminera en abordant les grands défis, les nouveaux enjeux qui s'ouvrent aux élus dans cette nouvelle page de la politique de la ville qui démarre en 2024. Alors, pour aborder ces différentes questions, nous avons invité aujourd'hui 3 femmes vers qui je me tourne à présent. Elles sont là pour nous partager leurs expériences et leurs analyses sur ce que cela veut dire d'être élue en charge de la politique de la ville sur un territoire. Marie-Josée Salabert, bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée à la politique de la ville à la ville de Lormont, qui est une commune située au sein de la métropole bordelaise. On aura l'occasion d'y revenir. Vous nous parlerez de la manière dont vous conduisez ce mandat politique, le premier vous concernant. Une activité, vous me le disiez en amont de cette webconférence, prenante mais passionnante pour la militante que vous êtes. Véronique Ablin-Drapron, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, élue à l'agglomération Sainte-Grande-Rive, en charge de la politique de la ville et du CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous aussi, vous nous partagez votre expérience, alors cette fois d'élu communautaire, une élue de terrain, on peut dire. Et je précise que vous êtes également élue municipale à la ville de Saintes et conseillère départementale. Et enfin, j'accueille Manon Loisel, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante chercheuse en politique publique territoriale, associée au sein du cabinet Partie Prenante.
Vous travaillez principalement sur des questions de gouvernance locale et vous avez approfondi beaucoup la question de la politique de la ville, par exemple en menant l'année précédente pour le compte de l'ANCT et de la 27e région une expérimentation autour de la refonte de ces contrats de ville, le programme Nouveaux Accords. Vous aurez l'occasion de nous en parler. Vous nous partagerez vos analyses qui sont basées sur de nombreux accompagnements d'élus et de techniciens un petit peu partout en France. J'ajoute que vous venez de publier un ouvrage avec votre collaborateur Nicolas Rio, avec ce titre un peu provocateur, Pour en finir avec la démocratie participative. Alors, pour commencer, comment et pourquoi devient-on élu à la politique de la ville et pourquoi est-ce important d'avoir des élus en charge de cette politique publique aux différents échelons territoriaux? Marie-Josée Salabert, en quelques mots, comment en êtes-vous arrivée à exercer ce mandat à la ville de Lormont? Alors, c'est très simple et très compliqué, c'est-à-dire que je n'étais pas partie pour être un jour élue. J'étais lycéenne en 1968, donc j'ai passé mon adolescence entre les Landes, le Pays Basque et Bordeaux. Et du coup, je me suis engagée très tôt, aussi bien sur les grands sujets nationaux, sociétaux, que sur le soutien, c'était à l'époque très important, au peuple espagnol, sud-américain, vietnamien, etc. Alors, je suis passée de quelques expériences de jeunesse dans une extrême gauche en ébullition permanente, si je puis dire, à une longue et riche implication dans la cause des femmes et les projets culturels. Donc après cette vie bien remplie de militance, je peux dire que les valeurs que je porte et défends sont la liberté de toutes et de tous, donc le respect de l'autre dans sa dignité et sa diversité et sa culture. Ce qui implique le droit de chacun et de chacune à vivre dignement, ce qui signifie donc un accès au logement, à l'eau, à une nourriture saine et suffisante, à une instruction laïque, non genrée et égalitaire dès le plus jeune âge et à minima jusqu'à la fin, en France en tout cas, du second degré. Je n'invente rien, ce sont les bases des droits de l'homme et dans lesquels s'inscrivent aussi les droits culturels pour lesquels je milite depuis très longtemps. Après ces activités dans le secteur, des activités dans le secteur de la musique, de la production de spectacles, d'enregistrement, l'accompagnement des artistes, j'ai œuvré dans un centre d'information et de ressources qui s'appelait l'IRMA et qui était consacré à la musique et qui était en partie financé par le ministère de la Culture. Donc j'avais une espèce de mission au plan national qui me permettait de continuer à militer et à accompagner justement la structuration d'un secteur très particulier et accompagner des artistes face aux arcanes, entre autres, du show business et dans leur statut et leurs droits aussi. L'âge de la retraite venant, et puis la disparition de l'IRMA dans un grand centre national de la musique, j'ai, sans arrêter mes implications associatives, j'ai quitté Paris et je suis venue m'installer à Lormont, sur la rive droite de la Garonne, face à la rive gauche et à Bordeaux, et au sein donc de la métropole bordelaise. C'est ainsi que, arrivé à Lormont, j'ai accepté, parce que j'ai rencontré des militants écologistes qui habitent à Lormont et qui m'ont proposé de les rejoindre pour aller renforcer l'équipe du maire sortant, Jean Touzeau. Et donc j'ai rencontré Jean Touzeau, j'ai rencontré donc tous ces militants, tous les autres futurs membres de cette future municipalité, et en discutant avec eux, etc., j'ai dit bon ok, je pars avec vous, et on m'a dit dès le départ, qu'est-ce qui t'intéresserait, sachant que j'avais dit je veux surtout pas travailler dans la culture parce que j'ai encore des casquettes là-dedans, donc pas de confusion. Et j'ai plongé dans la politique de la ville, et effectivement quand la liste a été élue, je me suis impliquée à fond. Pourquoi? Parce qu'on était à la veille de la phase préparatoire de l'ANRU 2 dans un des quartiers de Lormont, et puis aussi parce qu'on était en plein nouveau contrat de ville à construire, et que donc cette découverte à la fois de cette transversalité
des enjeux de la politique de la ville a fait que tout naturellement, ce que je portais comme valeur se retrouvait complètement là-dedans. Et donc, l'idée, c'est un travail dans la transversalité, mais c'est aussi focaliser sur des quartiers prioritaires avec pour but d'amener ces dispositifs spécifiques à rentrer dans le droit commun. Voilà, ça c'est un enjeu très important. Voilà, donc il faut aussi travailler avec les autres dans les quartiers, avec les habitants, avec les autres élus, avec tous les services. C'était une gageure et j'ai dit ok, je pars. Alors justement, vous avez commencé à parler des quartiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des différents quartiers lormontais qui sont situés en politique de la ville, leurs principales caractéristiques? D'accord, je vais essayer d'aller très vite là-dessus. Lormont, ce sont 3 quartiers prioritaires sur les 5 définis par rapport à notre géographie. Il faut dire que Lormont, c'est une topologie, c'est la topologie de la rive droite avec le haut du coteau et le bas du coteau. Donc déjà, ça trace des frontières invisibles, mais très précises dans la tête de certains de nos habitants. Lormont, c'est aussi 24 000 habitants, dont 56% en quartier prioritaire. Depuis le dernier contrat de ville, on est passé de 45% à 56%. On a 49% de logements sociaux. Bon, on en avait 58% avant, sur l'ancien contrat de ville. Cela étant, comme il y a eu pas mal de construction de logements intermédiaires, il y a eu cette baisse. On a toujours autant de logements sociaux, mais on a plus de logements intermédiaires, donc ça a fait baisser le pourcentage de logements sociaux. On a un taux de chômage à 20% contre 12,5% en Bordeaux Métropole, dont 30% chez les jeunes de moins de 25 ans, qui sont bien entendu pour la plupart en quartier, dans ces quartiers. On a 2 quartiers plutôt jeunes, et un quartier avec une population vieillissante qui a toujours vécu dans ce quartier. Donc, ce sont des quartiers qui ont des problématiques communes, mais aussi des façons de fonctionner différentes. On a, par exemple, sur le quartier qu'on appelle Alpille-Vincennes, on a 25% de plus de 60 ans, contre 21% sur la ville en général. On a, et ces quartiers, en revanche, ont comme profil commun de rassembler un taux de population pauvre, effectivement très important, à savoir que nous, on a un pauvreté moyen sur les 3 quartiers de 38%, ce qui est relativement important, n'est-ce pas? Et à Génicard, qui est un autre parti de quartier, on a un taux de pauvreté à 42%, alors que sur la ville, on est sur 27% en moyenne. Donc effectivement, et à 13,5% sur l'ensemble de la métropole. Donc on a vraiment un profil très, très, très particulier. Et il faut qu'on se dise aussi que sur les logements, il y a très peu de turnover. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peu de possibilités d'accéder à plus cher, puisqu'ailleurs, c'est plus cher. Voire à la propriété pour les moins touchés par la pauvreté. Et pour certains habitants, il est impossible de partir, parce que partir, ça veut dire se retrouver à la rue. Il n'y aura plus de possibilité de se loger, de payer un loyer. Et les personnes qui arrivent à quitter le quartier, plutôt des jeunes salariés, des jeunes couples, c'est pour aller ailleurs dans l'agglomération. Et effectivement, quand ils quittent un logement social, on a une arrivée d'autres personnes qui sont encore plus pauvres, qui vont prendre ces logements sociaux. Et ça, c'est toute la priorité qui est faite au public prioritaire sur la métropole, qui fait que on n'arrive pas à travailler une mixité dans ces quartiers, puisque de toute façon, il n'y a plus que ces logements qui sont disponibles quand ils sont disponibles. Voilà. Donc ça, voilà, vous marquez vraiment cette spécificité. Après, nous avons aussi une présence de familles étrangères de plus en plus importante, ce qui renforce les difficultés de communication et demande le renforcement des politiques sociales d'accompagnement pour l'intégration, pour l'apprentissage du français, entre autres. Et cette augmentation de population étrangère, c'est pas
ça n'est pas un problème pour Lormont, puisque, comme dit notre maire, Lormont, ville du monde, ville de tout le monde. Le problème, c'est qu'effectivement, avec toujours les mêmes moyens, il faut accueillir encore plus, il faut accompagner encore plus, il faut poser encore plus de propositions sociales, d'accompagnement, etc. Donc, je reviens au quartier. Donc, on a Carrier, le quartier Carrier qui est donc en réhabilitation, reconstruction, là, avec l'ANRU 2, qui a la spécificité, lui, d'être sur 3 paliers sur la colline, c'est-à-dire qu'on a le bas Carrier, on a le moyen Carrier et on a le haut Carrier. Et ça nous fait 3 villages gaulois au milieu d'un ensemble, et qui a aussi l'autre particularité, et qui est un peu problématique, qui est d'être de l'autre côté de la rocade. Ce qui pose aussi certains problèmes, parce qu'il y a un isolement de tout le reste de la commune. Ce quartier, donc en renouvellement urbain avec l'ANRU 2, c'est on essaie effectivement, avec la rencontre avec les habitants, ceux qui ont été relogés, mais ceux aussi qui sont là sur la réhabilitation de leur logement. On essaie aussi de revoir comment on va redonner au quartier une certaine vie, revitaliser les rez-de-chaussée, etc., etc. Donc tout ça, c'est un projet en cours, en construction. Ensuite, on a Génicard Est. Là aussi, on est en train de revoir toute une partie du quartier. Mais c'est une localisation plus attractive, ainsi que Alpilles-Vincennes, puisque c'est de part et d'autre du tram, et aussi à proximité des entrées de ville, depuis la rocade. Donc on a des quartiers qui sont proches des transports, et aussi proches de zones d'activité qui sont en pourtour de ville ou dans les communes adjacentes. Et là, on a une mixité qui est difficile, toujours pareil, parce que les jeunes ménages accèdent à la propriété. On a eu pas mal de logements intermédiaires à cet endroit-là, mais on les sent de passage, c'est-à-dire que c'est le 2 pièces ou le petit 3 pièces, mais qui va permettre d'aller ailleurs après, etc. Et donc, pas d'implication dans la vie du quartier. À côté de ça, sur Alpilles-Vincennes et Bois-Fleuri, c'est un seul et même quartier prioritaire, mais on a 2 quartiers complètement différents. Un quartier beaucoup plus âgé, avec beaucoup de familles monoparentales, où ça se passe extrêmement bien, où il y a une bonne vie de quartier, malgré des problèmes qu'il y a pu y avoir avec le feu à la composterie, etc. Mais tout le quartier s'est retrouvé pour inventer autre chose. Et à côté de ça, côté Bois-Fleuri, un quartier où la mixité aurait dû bien prendre avec l'ANRU 2, et où malheureusement, pour des raisons essentiellement de délinquance, et en particulier sur le trafic de drogue, on a vraiment un quartier qui est se renferme sur lui-même, et où on a effectivement à travailler avec les forces de police et la sécurité pour avancer. Et on a des équipements publics qui sont sur les quartiers, qui sont des équipements publics très importants, avec Brassens-Camus, le pôle loisirs et sport Brassens-Camus, etc., la médiathèque, l'école de musique. Mais on a un souci, c'est que effectivement, en dehors des utilisations par les clubs sportifs, par les associations et par les scolaires, on a souvent, quand on rencontre les jeunes gens, les enfants et les jeunes, on a souvent comme réponse « Ah non, j'y vais pas parce que c'est pas chez moi, c'est pas dans mon quartier ». Donc ils nous reprochent une proximité qui pourtant, enfin, on fait le tour de Lormont à pied, hein, c'est sans problème. Mais on a cette petite difficulté-là. Après, ce sont des quartiers très attachants,
parce qu'ils sont habités par des gens qui sont très attachants quand ils ne font pas de bêtises. Mais ce qu'on entend dans tout ce que vous nous dépeignez de ce territoire, c'est la diversité des quartiers. Oui. Et des habitants qui la composent. Et donc, quelque part aussi, les difficultés que ça peut, ou la complexité en tout cas que ça génère quand on veut construire une politique publique en direction de ses habitants, parce que voilà, les problématiques sont diverses, elles sont ciblées, localisées, c'est pas les mêmes d'un immeuble à l'autre ou d'une rue à l'autre. Et donc c'est aussi tout les défis que ça pose pour les élus et les techniciens de la politique de la ville. Absolument. Ouais. Et c'est d'autant plus, et c'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra certainement. C'est aussi pour ça que il est nécessaire de ne pas être quand on est dans la politique de la ville, en tout cas à Lormont, de ne pas être uniquement focalisé sur ces quartiers, mais de bien regarder comment ça se passe aussi dans les autres quartiers, parce que il y a une porosité des problèmes, mais une porosité aussi peut-être des solutions. Et puis on se rend compte aussi que parce qu'on se promène ailleurs dans les quartiers, qu'on fait remonter des problématiques qui font que, par exemple, sur le prochain contrat de ville, on a une poche de pauvreté qui est dans un quartier qui a été remarqué dans un quartier qui n'est pas politique de la ville et sur lequel on va essayer de travailler pour essayer d'inclure dans les dispositifs. Voilà, c'est cette diversité qui fait que c'est passionnant et très complexe, effectivement. Merci pour ces premiers éléments. Véronique Lablin-Drapron, je me tourne vers vous. Vous avez un parcours alors très différent de celui de Madame Salabert. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui le caractérise et puis ensuite vous pourrez nous parler un peu de ce quartier prioritaire de Saintes. Alors, à la base, moi, j'ai commencé à m'occuper du quartier prioritaire dans un autre quartier prioritaire d'une autre ville en tant que bénévole de la Croix-Rouge. Après, dans mes études, j'ai été amenée aussi à investir des quartiers prioritaires puisque j'ai fait le choix, en fait, de m'orienter j'étais en droit, et j'ai fait le choix de m'orienter sur un master, il n'y a pas de saut métier. J'ai fait le choix de m'orienter vers un master droit humanitaire et droits de l'homme, et ce qui m'a amené à faire des stages, et donc en région parisienne sur un quartier prioritaire d'une banlieue parisienne. Et après, quand je me suis orientée professionnellement, j'ai commencé à la région Poitou-Charentes. À l'époque, on était Poitou-Charentes, sur le volet associatif, et on avait des interventions en quartier prioritaire. Ensuite, j'ai travaillé dans le cabinet d'une mairie qui était la mairie de Châtellerault, qui était mairie et agglo, et sur lequel il y avait un vrai besoin sur le quartier prioritaire. On avait un super élu, mais qui était tout jeune élu, qui commençait juste, qui connaissait le quartier comme personne, parce qu'il en venait et il avait tout le côté, toutes les ressources pour faire émerger des solutions. Donc, je l'ai accompagné parce que c'était son début, mais il m'a vite dépassé largement au niveau ressources. Et puis, on a pu s'appuyer sur des fonctionnaires hyper compétents. On avait une jeune femme qui doit être encore dans la région, qui s'appelle Elsa, qui était, enfin vraiment, c'est hyper solide, opérationnel, bref. C'est vrai. Oui. Bon bah Elsa, si tu nous écoutes. Et puis ensuite, je suis partie à Saintes pour faire ma vie sentimentale avec mon amoureux. Et là-bas, il se trouve que je ne pensais pas être élue, et il a été élu maire, puisque c'est mon mari du coup. Et il était élu politique de la ville avant, sur le précédent mandat, et il savait que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, donc et il savait que je serais dans la lignée de sa philosophie. C'est quand même très pratique d'avoir le maire qui est attaché en fait à la politique de la ville, parce que t'as pas trop à le convaincre de l'utilité de mettre le paquet sur le quartier. Donc j'ai repris le flambeau. C'était à la fois un grand honneur et une grande pression. Mais je suis très heureuse parce que c'est un super quartier. C'est un quartier alors assez petit, parce que sur Saintes, il est assez resserré. Par rapport à ceux que j'ai connus, beaucoup moins urbain au final, parce que c'est vrai, il y a un peu d'ensemble urbain, mais c'est quand même très vert. C'est un quartier super vert, avec beaucoup d'équipements publics dans les deux, parce qu'en fait, ah oui, alors aussi la spécificité, c'est que nous, il y a un quartier prioritaire, mais en fait, en réalité, il y a deux quartiers de vie.
Il y a 2 quartiers dans le vécu quartier. Il y a Boiffier et il y a Bellevue, séparés par une avenue qui crée aussi cette frontière psychologique, parce que c'est pas une frontière physique, mais il y a ce côté-là un petit peu. Même si au final, comme les équipements des 2 côtés sont pas du tout les mêmes, ça favorise la perméabilité et voilà, et le fait que les habitants se rencontrent un peu partout. Et puis les établissements scolaires, il y a un collège dans une partie du quartier, le lycée de l'autre côté. Donc au final, ils sont amenés quand même à se rencontrer régulièrement. Mais il y a quand même une identité des 2 côtés. Il y a même des jeunes en ce moment qui ont monté un super groupe, c'est la BLV, c'est pour Bellevue, et ils l'arborent fièrement, c'est chouette à voir. Et puis alors après, sur la population elle-même, population très attachante aussi. Beaucoup de familles monoparentales, de mamans qui travaillent, mais en horaire décalé ou sur des temps partiels, qui élèvent seuls leurs enfants et qui sont des mères courage. C'est un des quartiers les plus pauvres, sur les quartiers prioritaires les plus pauvres de Nouvelle-Aquitaine quand on reprend les taux de pauvreté. Donc c'est un élément à prendre en compte. Après, moi, ce qui me plaît beaucoup en fait sur la politique de la ville, et je le retrouve dans ce quartier à Saintes, c'est que au-delà de se dire comment on compense certaines fragilités de départ, en fait, on s'aperçoit vite que si on donne si on écoute un peu, il y a des ressources de résilience qui peuvent être un exemple pour tout le monde, en fait, pour tous les quartiers. Il y a beaucoup d'imagination, d'humour, de décalé, et en réalité, au-delà de se dire comment on compense les fragilités, on s'aperçoit vite qu'en fait, il y a tellement de ressources que ça peut être une chance d'expérimentation pour tous les autres quartiers, voire pour nous, les communes rurales à côté, qui peuvent avoir des problématiques pas tout à fait similaires, mais pour lesquelles les solutions peuvent marcher quand même, quoi. D'accord. Quand on avait préparé ce webinaire, il m'est apparu que vous étiez de ces élus qui arpentent le territoire. Et donc, ça m'intéressait de vous entendre là-dessus, sur ce contact avec le terrain, ce lien avec le terrain que vous aimez entretenir. Comment ça se traduit pour vous? Comment ça s'incarne concrètement? Alors, c'est vrai que moi, j'adore ça, c'est ce que je préfère, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt simple en politique de la ville. J'ai besoin de ça, en fait. Je ne peux pas bien comprendre une situation si je m'immerge pas régulièrement. Donc, concrètement, ça passe par la présence à la maison de quartier. Donc, je fais partie du conseil d'administration, mais au-delà de ça, c'est tous les événements. Dès qu'il y a un événement, et il y en a beaucoup parce qu'on a une maison de quartier qui est très très dynamique. Donc, et comme il y a 2 quartiers au final, il y a 2 fois plus d'événements, c'est chouette. Donc c'est la présence aux événements, la présence dans les établissements scolaires au CA. Alors j'ai une chance par ailleurs, c'est que je suis conseillère départementale, donc je représente le département dans les collèges. C'est aussi un atout. Je suis dans le conseil d'école d'une des 2 écoles d'un des groupes scolaires en fait du quartier. Donc ça aussi c'est un gros atout. Et puis présence sur le terrain, permanence du maire. Le maire fait des permanences en quartier prioritaire. Je fais le plus possible le marché là-bas, le plus possible les courses là-bas. Ça donne aussi une idée, ressenti, un ressenti. On ressent le terrain, on voit à peu près comment se situent les choses. On a une régie de quartier, donc je fais aussi partie du conseil d'administration de la régie de quartier. Ça permet quand même d'avoir une vision un peu à 360 du quartier. Mais c'est vraiment un plaisir. Madame Salabert, vous aussi, vous êtes de ces élus de terrain, il me semble-t-il. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans l'exercice de votre mandat, d'être au contact des habitants presque au quotidien? C'est ce qui permet effectivement de pouvoir faire des propositions, de pouvoir aller discuter, de pouvoir aller négocier. Moi, je trouve que le mandat d'élu avec cette délégation, j'en ai une deuxième qui est celle de déléguer sur un quartier qui n'est pas un quartier prioritaire, qui est le quartier du Vieux-Bourg et de Lissandre, donc qui est censé être le quartier des bobos, mais et donc avec une implication dans le groupe scolaire, etc. Mais à quoi ça... voilà, moi,
une de mes méthodes, c'est marcher, beaucoup marcher. Je marche, voilà. Je salue les personnes, même s'ils ne me disent pas bonjour. J'essaie d'être très disponible auprès des équipes, que ce soit les médiateurs et les médiatrices, que ce soit la JAG, que ce soit les animateurs, enfin, etc. J'essaie d'être disponible, de déambuler entre deux lieux de réunion, entre deux lieux d'événements, de croiser, de toujours croiser les gens dans les écoles, bien sûr, à l'entrée de l'école, mais aussi sur le marché. On a un des marchés qui est en quartier prioritaire à Carrier, donc j'y passe régulièrement tous les jeudis. On a aussi installé on installe aussi un petit banc, une sorte de banc où on présente la maison du projet de Carrier, qui nous permet effectivement de discuter avec les gens sur ce qui va arriver, pourquoi là on a commencé à casser, mais pourquoi on a arrêté, etc., etc. Parce qu'effectivement on a commencé à casser, mais on a arrêté de casser parce qu'il y a des oiseaux qui ne sont pas partis au moment où il fallait qu'ils partent, donc il a fallu arrêter. Bon, je suis pour les oiseaux, mais voilà, on n'était pas dans la bonne, dans le bon timing. Bref, et tout ça, ça pose question aux personnes. Donc c'est important que quelqu'un leur dise, que quelqu'un réponde à ce genre de questions. Je comprends pas, vous avez commencé à casser, puis maintenant vous avez arrêté, on le fait plus. Ah ben si, on continue à le faire, mais on protège les oiseaux. Alors d'accord, ok, on est d'accord. Et là, et tout ça, c'est, on rassure. On donne une adresse, une marche à suivre. On peut. Puis ça permet aussi, durant comme je vais d'une réunion à l'autre toujours à pied, presque. Parfois je prends le tram parce que je suis fatiguée, mais pour aller d'un bout à l'autre de Lormont. Mais c'est vrai que ça permet aussi de voir ce qui se passe et d'avoir, par exemple, sur ces 3 dernières années, constaté que on perdait les jeunes filles dans les quartiers. Qu'à partir du moment où elles sortaient du collège ou du lycée, on les voyait plus. Donc, aller un peu les débusquer, assises sur un banc, derrière, etc., mais aussi essayer de voir pourquoi elles sortent plus, pourquoi elles ne sont pas là, et discuter effectivement avec les associations qui accompagnent les jeunes par des animations, etc., de quelle façon on peut les réintégrer, quelles sont les propositions qu'on peut leur faire. Et ça, c'est la même chose avec les mamans, pour qui le fait d'aller à l'école, chercher les enfants et les ramener à la maison est la seule sortie de la journée. Et elles ne s'arrêtent pas, elles vont pas, elles vont prendre le pain en revenant de l'école à 8h, mais sinon, après, on ne les voit plus dans la rue. Donc, essayez de voir avec elles, voilà, pourquoi elles ne viendraient pas à telle animation, rencontrer telle ou telle autre personne qui est intéressée comme elle par la cuisine, par la broderie, par voilà, tous ces trucs qu'on essaie de mettre en place, enfin qui sont à disposition, mais pour lesquels il faut créer du lien. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis sinon, le métier ou le boulot d'élu, quoi, c'est-à-dire être aux concertations, aux réunions, aux tables rondes, toujours dans la perspective de créer du lien. C'est ainsi que, en tant que délégué du quartier du Vieux-Bourg, dit Bobo, j'ai en 3 ans quand même fait en sorte qu'on étudie très sérieusement ce qui se passait sur les quais, où on avait un îlot qui était, ne parlant pas français, une grande pauvreté, ne demandant aucune aide auprès de la CAF ni quoi que ce soit. Donc comprendre ce qui se passait à cet endroit-là et faire en sorte que même si c'était dans un quartier où on ne focalisait pas sur ces sujets, il fallait prendre en compte cette population où beaucoup de femmes, de jeunes filles et de petits-enfants. Donc voilà. Et puis une scolarité un peu aléatoire, donc j'étais un peu inquiète là-dessus. Voilà. C'est cette présence qui permet effectivement que on remonte les problèmes, on remonte la parole aussi. Parfois, il y a de la parole qui est pas que du problème, qui est de l'idée, de l'envie. Moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un vient me voir en me disant j'ai une idée et que je vois les yeux qui brillent. Je me dis bon, on va y arriver, on va faire quelque chose. Les yeux qui brillent, ça fait partie des choses qui sont des petites des petites batailles gagnées sur la morosité ambiante. Alors Manon Loisel, vous avez vous travaillez avec beaucoup d'élus.
en politique de la ville et chargé d'autres délégations à différents niveaux, à différents échelons territoriaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces profils d'élus qu'on rencontre dans la politique de la ville? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Et puis aussi, et peut-être surtout, pourquoi est-ce important d'avoir des élus qui s'occupent de la politique de la ville? Bonjour. Première question sur le portrait robot. Faire le portrait robot des élus politiques de la ville, déjà, c'est pas si facile à faire. J'ai un peu regardé avant de venir les travaux de mes collègues sociologues et force est de constater que autant il y a beaucoup de travaux de sociologie qui vont concerner davantage les professionnels de terrain. Il y a beaucoup d'articles qui parlent des habitus des professionnels de terrain, de leur façon de travailler, de collaborer, etc. Mais sur le rôle des élus, il y a moins de choses. Donc c'est moins facile à savoir. On a du mal aussi à les voir et on voit bien que sur une échelle nationale, les élus, les VP en charge de la politique de la ville sont souvent assez peu visibles. On l'a notamment vu juste après les émeutes où la plupart du temps, c'est plutôt les maires des communes ou des agglos qui sont montés au credo dans les médias pour parler des enjeux. Et puis quand je pense à des collectifs type ville et banlieue, ce sont des collectifs plutôt de maires qui vont porter des propositions à l'échelle nationale. Donc c'est pas si facile de savoir, de faire un portrait robot à grands traits. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette forme il y a des formes de permanence qui se sont notamment stabilisées au moment du communisme municipal, qui a vu l'émergence de certaines figures, notamment en Seine-Saint-Denis, des gens comme Patrick Braouzek, qui ont fortement incarné la question des quartiers populaires, de la mobilisation de ce que voulait dire être élu en faveur ou pour porter la voix des quartiers populaires. Et puis que plus largement, au-delà même du communisme municipal, il y a eu toute une partie de la gauche qui a fait ses armes dans les années 70-80 dans les quartiers. Je pense notamment à des gens comme Jean-Marc Ayrault à Nantes qui avait fortement mobilisé tout un tas de quartiers et puis fait ses armes, c'est-à-dire commencer par faire du porte-à-porte dans les quartiers, être très présent et donc aussi construire ses outils politiques et son vocabulaire politique dans les quartiers. Et ce sont des choses, à la fois on voit bien que tout ça a en partie disparu, et qu'il y a une forme de démonétisation de la politique de la ville à l'échelle nationale. On en parle quand même de moins en moins, et dans les mandats dans lesquels on se situe, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est une politique qui n'a pas le vent en poupe. On en parle assez peu, les moyens ne sont pas renforcés. Mais pour autant, on trouve encore des traces on va dire, à la fois ce communisme municipaliste et de cette nouvelle gauche, deuxième gauche, qui a fait ses armes dans les quartiers, et notamment dans ce que vous dites toutes les deux, on l'entend, c'est-à-dire des profils d'élus qui sont plutôt militants, que ce soit, vous avez dit je milite au début, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et puis vous venez aussi d'un bagage associatif qui fait que du coup le rapport au militantisme associatif est aussi assez proche. Donc des élus assez militants, des élus qui accordent une place importante au terrain, et vous l'avez dit toutes les deux. Et en même temps, pour contrebalancer, des élus qui ont aussi moins de pouvoir, qui sont bien souvent moins puissants, qui vont avoir des difficultés parfois à faire entendre leurs revendications ou les revendications des quartiers. Tant parce que, je l'ai dit, cette politique de la ville est en partie démonétisée, hein, on a du mal à la faire exister et puis à la porter, que parce qu'il y a la question du poids électoral de ces quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, une des spécificités des QPV, donc et donc de leurs élus, c'est que ce sont des territoires qui sont marqués par des très faibles taux de participation aux scrutins électoraux. Ça, ce sont notamment les travaux de Céline Braconnier ou Patrick Lehing qui l'ont montré. Par exemple, aux dernières élections, alors j'ai vu que c'était un peu moins le cas pour toutes les deux dans vos territoires respectifs, mais quand on dézoome un petit peu plus à l'échelle nationale, on voit bien à quel point les taux d'abstention dans les communes populaires marquées par la présence de QPV sont énorme. On est à des taux d'abstention comme Roubaix à 78%, Grigny en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, mais pas en Seine-Saint-Denis, je dis des bêtises, à 70%, Vaux-en-Velin à 72%. Donc, en fait, une des particularités quand même, c'est que ces communes-là et ces quartiers-là votent peu,
se mobilisent aussi peu dans les dispositifs participatifs. Et donc, en fait, c'est quand même plus difficile quand on est élu à la politique de la ville de pouvoir remporter des arbitrages dans la majorité quand derrière, on n'a pas non plus énormément de votants. C'est-à-dire que ça pèse forcément dans les équilibres politiques. Et donc, c'est cette difficulté d'être un élu censé être le porte-voix de quartier, mais avec une difficulté justement d'entendre ces voix. Comment on arrive à entendre les voix des personnes dans les quartiers? Vous l'avez dit, c'est beaucoup d'implications sur le terrain à plein d'endroits, mais c'est pas si facile, quoi. Et donc, ce pourquoi je pense qu'on a absolument besoin d'élus quartiers populaires ou d'élus politiques de la ville, c'est justement pour venir porter la voix de façon presque redistributive de ces quartiers qui s'expriment moins et qui sont donc moins représentés. Les gens des quartiers sont moins représentés que les autres parce qu'ils votent moins et donc ils ont aussi beaucoup moins d'élus pour porter leurs problématiques. Donc on le voit bien et on le voit dans le vocabulaire que vous utilisez, on le voit dans les pratiques de terrain. La mission, c'est en partie de faire exister les besoins de ces personnes qui ne s'expriment pas et donc d'arriver à les écouter quand bien même elles ne parlent pas, ou en tout cas pas dans les canaux, on va dire, institutionnels, institutionnalisés de la politique de la ville. Madame Ablin-Draperon, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que dépeint Manon Loisel, d'un élu à la politique de la ville, un peu esseulé dans son organisation politique, administrative? Est-ce que ça rejoint ce que vous vivez? Est-ce que vous avez parfois l'impression que être une élue à la politique de la ville, c'est un exercice solitaire? Est-ce que vous vivez ça ou est-ce que vous vivez autre chose? Moi, je me sens pas seule du tout, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a une équipe agent qui est super. Donc ça, déjà, ça contribue largement à pas se sentir seule. Je me sens pas seule non plus parce que, encore une fois, l'exécutif ville est très conscient de ça. Alors peut-être aussi parce qu'on n'est pas dans la même réalité que la majorité des quartiers prioritaires. Nous, c'est un tout petit quartier qui est donc forcément complètement qui jouxte tous les autres, de fait. Et donc, par définition, ce qui concerne le quartier concerne tous les autres. Il y a vraiment, c'est tellement imbriqué, c'est exactement ça. C'est tellement imbriqué que, au final, ce qu'on peut, sans se concentrer sur la question du taux de vote, qui est certes pourrait être un argument, et on l'entend. Enfin, cette petite musique que vous décrivez, on l'entend régulièrement. Je pense que les émeutes n'ont pas du tout faciliter la tâche d'un certain nombre d'élus politiques de la ville, on va pas se mentir, parce que le côté de on donne toujours plus aux mêmes et puis ça sert à rien parce qu'ils continuent de casser. En gros, je caricature, mais c'est un peu ce qu'on a entendu. J'imagine que vous l'avez entendu aussi. Voilà, après les émeutes, nous on a été assez préservés sur la question émeute puisqu'on n'a pas du tout eu de casse. Cela étant dit, le discours ambiant étant celui-là, il faut quand même qu'on combatte ce volet-là. Et pour le coup, notre parade, c'est de mélanger. C'est-à-dire que moi, alors j'ai pas été trop dans la philosophie que au niveau inspiration politique que vous décrivez là, même si Jean-Marc Ayrault a vraiment beaucoup fait là-dessus. Moi, j'ai plutôt rencontré Jean-Louis Borloo sur ce volet-là, et c'est vrai qu'il avait cette philosophie de pas être sur le ghetto, mais bien d'ouvrir le quartier sur le reste du monde, qu'on a un peu perdu sur certaines contractualisations où il fallait faire pour le quartier prioritaire, mais surtout que pour le quartier. Et donc, fallait surtout pas qu'ils sortent du quartier et qu'ils rencontrent d'autres gens. Là, nous, on a essayé toujours de se préserver de ça, et c'est ce qui fait qu'au final, le reste de la ville comprend un petit peu quand même ce qui se passe et comprend que tout est lié. Je vous donne un exemple très concret. On développe danse-école et chante-école dans l'école du quartier prioritaire. L'objectif, en fait, c'est donc d'utiliser des supports musique, chant. On a un super directeur du conservatoire qui nous fait ça aux petits oignons. Ils vont dans le quartier, ils font ça avec les petits primaires, fin de maternelle pour certaines choses. Et ensuite, ça se termine par un gala avec tous les enfants de la ville dans le théâtre du centre-ville. Souvent, les parents sont jamais allés au théâtre du centre-ville, c'est l'occasion d'y aller. Tous les publics se rencontrent. Et inversement, on fait la même chose dans le quartier prioritaire puisqu'on a une antenne du conservatoire installée en plein quartier. Et donc, ça nous permet de faire le contraire. Et je vous donne cet exemple parce que moi, il m'a marqué. Pleine émeute.
On était tous comme ça quand même, parce que bon, il n'y avait pas grand monde d'épargnés. On surveillait les poubelles, on surveillait les équipements, les écoles, etc. Et puis en fin de soirée, vers 11h, on avait une manifestation sur le quartier prioritaire dans la nouvelle antenne du conservatoire. J'y passe vraiment, mais en passant, en me disant, je vais juste les saluer, mais je refais le tour du quartier. On faisait veille, enfin j'imagine que vous avez fait la même chose, veille sur tout le quartier toute la nuit. Bon. Et j'arrive dans ce lieu et c'était surréaliste. J'éteins la radio où tout flambait partout. On était au plein cœur des émeutes. Et j'arrive dans le conservatoire, moment suspendu, truc de dingue. Des enfants du quartier en train de jouer et chanter avec des enfants de toute la ville, de la musique classique s'il vous plaît, en plein quartier prioritaire, à 10h30 du soir parce qu'ils n'arrivaient pas à se quitter en fait. Ils avaient commencé, normalement ça devait se terminer à 10h, il était 10h30, ils n'arrivaient pas à se quitter, ils refaisaient des bofs à la fin et il y avait une centaine de personnes dans ce lieu qui ne devait pas en accueillir 100, mais ça on le dira pas. C'est du off. Mais ça fait partie du hors cadre qu'il faut savoir accepter. Et franchement, ça fait partie des petites pépites où on se dit ça, n'importe qui peut l'entendre en fait, y compris des autres quartiers, parce que ça devient une chance, une richesse pour tout le monde, parce que tout le monde s'y met en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans un quartier comme ça, plus petit, encastré dans une ville qui elle-même est plus petite. Donc je me sens moins esselée. Après, c'est sur les communes rurales où ça n'a pas toujours été simple parce que c'est pas leur problématique du quotidien. Mais on commence à voir des petits changements. Parce que justement, ce côté, on innove dans le quartier et on propose des choses qui... parce que le quartier y a réfléchi en amont, parce que les problématiques sont peut-être plus visibles ou on se les cache moins aussi. Et du coup, on trouve des solutions et elles s'exportent dans le reste des communes rurales. Et ça commence à porter ses fruits tout juste là. Madame Salabert, dans une commune où 56% de la population est en QPV, la politique de la ville, on pourrait penser que c'est une politique publique qui pèse et que vous n'avez pas à lutter pour la faire exister. Est-ce que c'est ça ou est-ce que malgré tout vous vous heurtez à des difficultés de visibilité? Je ne peux pas dire qu'on se heurte à une politique d'invisibilité. En fait, la politique de la ville, elle est portée depuis toujours par le maire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de Jean Touzeau. Donc, quand on a démarré le mandat, il a demandé à ce qu'il y ait de nouveau un délégué, en l'occurrence moi, donc une déléguée à la politique de la ville, parce que effectivement depuis la fin de l'ANRU 1, c'était inclus dans la ville, dans l'organisation de la ville. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on refocalise un peu dessus en recréant un service. Donc mon premier rôle, ça a été de voir comment on pouvait réimaginer un service avec des personnes qui seraient dédiées à ça et à quel endroit on posait ce service. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement, c'est pas, je n'ai pas à lutter. Alors j'ai à lutter un peu pour avoir, disons, le fonctionnement, tout simplement, c'est-à-dire les quelques sous qu'il faut pour offrir des cafés, des trucs et des machins de temps en temps. On a dû dire, oui, on pourrait avoir un peu de sous, s'il vous plaît, parce que là, on doit recevoir. Ce serait bien qu'on puisse le faire autrement qu'avec un verre d'eau. Mais sinon, sur l'ensemble, non, ça c'est vraiment intégré. Après, j'en parlerai tout à l'heure, il y a une autre organisation qui a dû se mettre en place pour que ça puisse effectivement être bien, disons, porté. On va y revenir en effet, on va passer tout de suite à cette deuxième séquence de cette webconférence sur le rôle et la place de l'élu au sein de la gouvernance locale. Et on va dans cette séquence s'intéresser aussi en particulier à cette contractualisation, à ce moment particulier de la contractualisation dans lequel les élus ont un rôle majeur à jouer. Tout d'abord, Manon Loisel, si on dézoome un instant de la politique de la ville, est-ce qu'il est juste, selon vous, de dire qu'un élu en charge de la politique de la ville, c'est d'abord et avant tout un élu local, entre guillemets, comme les autres, qui porte un projet, qui doit
faire vivre et animer un projet territorial. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce qu'il y a des spécificités selon vous? Alors là encore, peut-être que j'ai un rôle un peu de poil à gratter, parce qu'à la fois, effectivement, je suis censée dézoomer et puis peut-être porter un regard parfois un peu plus critique, en tout cas sur ce que je peux observer de la politique de la ville à l'échelle nationale. Et là-dessus, sur le rôle de cet élu local pas comme les autres, on va dire, et dans sa place dans la gouvernance, je dirais qu'il y a quand même une spécificité, c'est la place de la bureaucratisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, la politique de la ville est une politique, est un axe qui est technique, voire technocratique. Et donc, ça fait que les élus sont en partie un peu enfermés dans des procédures qui sont plus lourdes, dans des contraintes de calendrier, des contraintes d'une gouvernance multipartenariale. C'est pas évident, quoi. Et donc, c'est pas un élu comme les autres, autant où il doit se coltiner, si je puis dire, cette complexité bureaucratique et technocratique en portant une vision dans le cadre d'un projet, quoi. Et donc c'est pas si évident. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est comme je vous le disais, sur cette lourdeur. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'accompagnais l'évaluation du contrat de ville de Brest avec les équipes ville et métropole, de voir la lourdeur des processus d'instruction des dossiers, que ce soit pour un projet pour 300 € ou pour un projet pour 30 000 €, de voir que c'est la même lourdeur du montage et de l'instruction du dossier, et que l'élu en partie joue dans cette partition technique et technocratique. J'ai trouvé que ça très très instructif, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est encore une fois, je le redisais, une forme d'affaiblissement plutôt à l'échelle nationale de cette politique-là, avec parfois, je le constate, une sorte de risque que l'élu en charge de la politique de la ville se retrouve un peu comme un élu en charge de la dynamique associative dans les quartiers, quoi. Et donc c'est compliqué parce qu'on voit bien tout l'enjeu que vous dressez sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, le fait de repérer les personnes qui sont en difficulté ou qui disparaissent de l'espace public. Je suis très marquée par l'exemple que vous avez donné des jeunes filles qui disparaissent progressivement de l'espace public dans le temps, et donc le fait de les repérer pour aller aussi actionner de l'action publique. Mais d'une certaine façon, on voit bien que tout ça, ces logiques de vivre ensemble et de cohésion sociale font que derrière le rôle d'aller chercher le droit commun et de jouer cette option, on va dire, redistributive, à savoir on a besoin de mobiliser tout le droit commun de manière prioritaire sur ces quartiers qui concentrent des problématiques particulières, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ce double défi avec du coup je trouve le défi qui, moi, me semble le plus intéressant et qui fait que c'est presque le rôle d'élu que je trouve presque le plus intéressant, le plus porteur, c'est cette question de questionner la capacité redistributive de l'action publique locale. Est-ce qu'on est capable d'avoir une action publique locale qui est redistributive, à savoir qui met la question des inégalités au cœur de ses préoccupations et qui, du coup, va dans une logique de priorisation, de redistribution, essayer sur tous les champs de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Et je trouve que là-dessus, c'est quand même un défi majeur, mis en difficulté, comme je le disais, par des logiques de bureaucratisation. Une réaction, non? Moi, je dirais que cette problématique, effectivement, de l'équité au niveau de la population, au niveau de ceux qui en ont le plus besoin, on la retrouve aussi, par exemple, dans la métropole bordelaise, au niveau de l'équité par rapport aux villes et aux quartiers prioritaires de certaines villes. C'est-à-dire que actuellement, on est dans une logique on a tant de quartiers, donc on fait une cote mal taillée. Vous avez ça, vous le gardez, puis nous on va prendre ça, etc. Or financièrement, ça tient pas le choc dans la mesure où on a toujours les mêmes problèmes, voire plus, et on est dans un partage encore plus, on délite encore plus les moyens. Donc là, effectivement, cette équité, elle doit être partout. On doit la retrouver partout. Et ça fait partie des moments effectivement un peu excitants quand même politiquement d'aller porter cette parole-là. Véronique Ablin-Drapron, vous terminez actuellement
un processus long de construction de ce nouveau contrat de ville. Ce temps de la contractualisation, pour vous, ça ressemblait à quoi? C'était un chemin de croix ou c'était une année d'opportunité au contraire? Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous l'avez mené? Alors non, ça n'a pas été un chemin de croix, honnêtement. Alors parce qu'encore une fois, je pense que les équipes techniques sont telles que c'est plus simple quand quand t'as quelqu'un de bon. Donc Grégory a fait un travail de dingue. Je pense que je l'ai vécu vraiment je l'ai vécu comme un moment au contraire de pause où on fait une photographie, on vérifie qu'on ne part pas dans la mauvaise direction, où ça a été aussi beaucoup un temps d'échange avec les habitants en réunion, mais aussi et surtout sur le terrain. C'est-à-dire que ça nous a permis en fait de déambuler et de réinterroger les espaces, de réinterroger. Alors, sachant qu'on a un gros programme en fait côté ville, puisque il y a beaucoup de choses prévues dans les 2 ans, avec un nouveau dojo qui va se construire en quartier prioritaire, le conservatoire où il y a des travaux d'envisager pour renforcer un peu les choses sur cette antenne, qui a été mise là, qui a été posée en urgence, mais ça n'a pas été fait avec tous les atouts, je pense. La mission locale qui va s'implanter dans le cœur du quartier, donc tout ça, ça s'accompagne, et du coup, c'était le bon moment en fait pour réinterroger la politique de la ville, parce qu'on va tout enclencher très vite. C'est prévu dans les semaines à venir. Le dojo commence à la fin de l'année, donc c'est le moment d'accompagner ça et de vérifier que ça corresponde aux besoins, de vérifier que ces équipements vont aussi être des lieux de mixité, parce que c'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut qu'on puisse associer les habitants. Donc, c'était vraiment le bon moment. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt la phase finale qui est plus compliquée, parce que c'est le moment où chaque partenaire doit prendre officiellement ses engagements. Et là, c'est une autre histoire, puisque entre le fait d'échanger autour de la table et ensuite de s'engager à des choses concrètes, c'est parfois plus compliqué. C'est un peu le rôle d'aiguillon de l'élu politique de la ville, c'est de rappeler à l'ordre les petits copains en disant là, il faudrait peut-être être un peu plus concret, un peu plus engageant, un peu plus engagé sur la suite, parce que, ah oui, je connais votre bonne volonté, mais enfin, les écrits restent, les paroles passent, donc si on pouvait avoir 2-3 engagements écrits clairs, ça pourrait être quand même préférable. Ne serait-ce que pour que les habitants voient que le travail commun aboutit à quelque chose. Sur le volet redistributif, moi, je suis un petit peu plus... en fait, vraiment, et c'est pas de l'angélisme, je suis convaincue que le rôle de la politique de la ville n'est pas de redistribuer, c'est de partager, mais partager dans les 2 sens. C'est-à-dire que nous, on voit bien que ce qui fonctionne bien, parce que c'est accepté aussi par celui qui, par l'ensemble des quartiers, c'est d'échanger, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des habitants qui ont beaucoup de choses à apporter du quartier prioritaire vers les autres quartiers. Et en fin de compte, les fragilités sont pas... Enfin, on sait bien que dans plein d'autres quartiers, il y a des fragilités. Ils sont certainement peut-être moins concentrés ou peut-être moins... Pour autant, elles existent. Et donc... d'arriver avec une logique redistributive, ça peut être vécu par les autres quartiers comme l'injustice de donner plus à certains qu'à d'autres, parce que effectivement c'est une logique d'équité, mais pas forcément d'égalité, et on est quand même biberonné à l'égalité en France. Donc ça peut être vécu comme une inégalité injuste. Le fait de dire là, on n'est pas là pour redistribuer, mais pour réfléchir ensemble comment on vit ensemble, du coup c'est pas pris de la même manière. Et chacun arrive moins sur la défensive, en fin de compte. Le quartier, parce qu'il a moins l'impression de dire « attention, il faut m'aider ». Et en face, parce que on voit que finalement, c'est dans les 2 sens, quoi. Alors justement, on va peut-être parler de coopération territoriale, de solidarité territoriale peut-être. Madame Salabert, la ville de Lormont, vous nous l'avez dépeint, est donc située sur cette rive droite de la métropole, face à la rive gauche, comme vous disiez, et elle côtoie 3 autres communes, Floirac, Senon et Bassins, avec lesquelles vous partagez un certain nombre de caractéristiques en commun, d'une histoire aussi de coopération qui n'est pas récente, des habitudes de travail en commun, etc. Et donc le contrat de ville métropolitain s'est construit, il a eu son temps il y a eu ce temps de la contractualisation à l'échelle métropolitaine.
Et vous, avec ces 3 autres communes, vous avez pris le parti de travailler ensemble une convention territoriale commune aux 4 villes de la rive droite, qui sera donc la déclinaison locale du contrat de ville métropolitain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité travailler de cette manière-là et comment vous vous y êtes pris? Donc après la concertation sur l'ensemble de la métropole qui a amené au consensus pour pour la signature du prochain contrat de ville, on a obtenu effectivement certaines avancées, certaines priorités sur ce qui devait être pris en compte. Mais on est resté quand même élus et services avec voilà une sensation qu'on pouvait aller plus loin dans les propositions et plus loin dans la réflexion. Et comme on est engagé de toute façon via ce contrat de ville dans une coordination de conventions territoriales à l'échelle de chaque commune, voire de chaque quartier, les maires de la rive droite se sont dit que ça serait bien de continuer à travailler non pas sur une convention territoriale qui serait commune, mais sur une base commune, c'est-à-dire se réunir sur la réflexion de comment on a jusqu'à présent travaillé les uns les autres ensemble ou séparément sur les problématiques de la politique de la ville, sur les solutions, sur etc., faire une espèce de bilan. Et comment on peut continuer à réfléchir, à apporter à travailler de façon agile au fur et à mesure qu'on avance pour approfondir et territorialiser l'ensemble à la fois des services concernés, les acteurs institutionnels, associatifs, les élus, etc., voir comment on peut mener de l'expérimentation via justement ces états des lieux qu'on aura fait ensemble, etc., pour faire émerger des propositions nouvelles et mettre en commun ce qui pourrait être la base de nos conventions. C'est-à-dire qu'on se dit, on a une base, cette base, elle est commune, on a trouvé des solutions les uns les autres, on a trouvé des solutions communes, on partage souvent dans la politique de la ville le travail, par exemple, d'animation ou d'accompagnement avec le même interlocuteur associatif ou institutionnel. C'est-à-dire qu'on a déjà toutes ces choses qui existent, tous ces liens qui existent. En plus, sur la rive droite, on a le GPV, c'est-à-dire cette structure qui nous permet effectivement depuis plus de 20 ans de travailler ensemble, qui a mené plein d'études et de travail d'accompagnement de chacune des villes. Donc, l'idée, c'était faire ressortir les priorités communes et celles plus particulières de chaque ville et d'arriver plus fort à la négociation finale, si je puis dire, d'un territoire, la rive droite, et par ce territoire, composé de 4 territoires distincts. En fait, l'idée, c'est de faire commune nos différences pour mieux les défendre. Voilà. On a des différences sur la rive droite, mais en même temps, on est ensemble, donc il faut aller les défendre. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, alors j'ouvre pas la guerre avec Bordeaux Métropole, mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme ils ont l'habitude de nous penser comme la rive droite, c'est toujours ceux qui se plaignent, c'est toujours ceux qui ont des problèmes, etc., etc. Il faut dire qu'ils nous les envoient automatiquement, donc effectivement, on les a. Et ils ont cette possibilité comme ça de faire un peu de brume au-dessus de la Garonne, ce qui est très courant ces jours-ci. Et bon, on la voit moins à la rive droite. Alors, la rive droite, elle dit non, voilà, vous allez nous regarder parce qu'on arrive avec plein de propositions, plein de réflexions et plein d'une envie de travailler ensemble pour faire avancer les choses. On n'est pas dans le combat, on est dans la proposition. Et pour ça, on a décidé, alors là, ça s'est fait, merci les équipes, parce que franchement, c'était juste, on a décidé ça juste avant les vacances de Noël, donc c'était super bien. On a quand même réussi en une semaine, au mois de janvier, à faire quatre tables rondes avec divers ateliers, une dans chaque ville, demi-journée avec tous les acteurs, donc des élus au service en passant par l'institutionnel, mais aussi nos partenaires associatifs, etc.
On a fait une journée sur la transition à Florac, donc transition, c'est climatique, écologique, numérique, démocratique. Une demi-journée sur le projet urbain, du projet urbain, ça s'appelait du projet urbain au projet humain, sur le cadre de vie, la GUSP, la proximité, la mixité sociale, peuplement, animation, et la tranquillité publique, ça c'était à Bassins. Une demi-journée sur la cohésion sociale, l'éducation, le sport, la culture, la parentalité, l'action sociale, c'était à Senon. Et une demi-journée sur l'économie, l'emploi et l'insertion à Lormont. Ces demi-journées, c'était, alors, on est tous ensemble, on boit le café, et ensuite, on a fait des ateliers. Donc, chaque service politique de la ville, de chaque ville, a inventé sa façon de fonctionner en atelier. Mais toujours est-il qu'à la fin, on avait parlé de tous les sujets, tout le monde s'était exprimé, et là, on attend les comptes rendus parce que c'est quand même relativement lourd, et donc le GPV qui coordonne tout ça doit nous rendre ça. Mais effectivement, on peut dire qu'à chaud, c'est un très bon bilan parce que tout le monde est venu. On a vu une moyenne de 70-75 personnes par matinée, ce qui est quand même relativement énorme quand on pense qu'on les a avertis genre début janvier pour arriver pour des trucs qui avaient lieu le mi-janvier. Et qu'il est ressorti de ça, d'abord un échange d'expériences qu'on n'avait pas eu depuis un moment, l'envie de travailler ensemble, l'envie de faire avancer les projets ensemble, et puis aussi plein d'idées, voilà, d'idées de choses à expérimenter, et peut-être nous permettre effectivement par ce biais-là d'arriver avec sur les grandes thématiques qui sont proposées dans le contrat de ville, d'arriver avec une base qui nous permet ensuite de tirer les quelques focus qui vont aller sur nos villes et nos propres villes et nos quartiers. Mais en tout cas, ensemble, on est on est alignés. Voilà. C'était notre participation aux futures conventions territoriales. Donc je retiens que ça a été un temps, mais aussi bien pour vous sur Saintes, de remobilisation assez fort de l'ensemble des parties prenantes, ce temps de la contractualisation, ou de la préparation en tout cas de ces conventions, de ce contrat. Manon Loisel, bon, les contrats de ville sont sur le point d'être achevés. Là, certains sont déjà votés, en passe d'être signés, etc. Donc, ça nous permet de repenser la politique de la ville comme une politique contractuelle, comme il y en a d'autres. Ce contrat de ville, on entend régulièrement les acteurs beaucoup dire que il n'est pas suffisamment, il ne joue pas suffisamment son rôle de cadre engageant. Alors, selon vous, comment faire pour, vous qui avez travaillé sur ce programme Nouveaux Accords, comment faire pour que les contrats de ville Engagement Quartier 2030 soient des outils réellement engageants et engagés, et quel rôle les élus, pas du tout les outils, quel rôle les élus ont à jouer là-dedans? C'est rigolo parce que j'ai entendu que vous aviez effectivement repris aussi ces termes engagés et engageants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend des contrats de ville. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut plus se permettre de rester à des contrats qui soient juste une addition de grands mots d'ordre, un peu bien pensants sur ce que devraient être les quartiers, quoi. Donc, on voit bien qu'après une période de multiplication de documents stratégiques, de multiplication de dispositifs participatifs plus ou moins efficaces, on a un peu l'impression que parfois ça a eu tendance à masquer les difficultés ou masquer la diminution des moyens. Aujourd'hui, vous l'avez dit toutes les deux, à la fois en parlant d'un contrat engagé engageant et à la fois en disant on a besoin de se mettre à plusieurs pour parler et faire alliance. Vous avez dit faire alliance, donc même s'il n'y avait pas cette volonté d'avoir un vocabulaire guerrier, il y a quand même cette question de la négociation et comment derrière un outil comme le contrat de ville, on peut négocier, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et se mettre d'accord sur des objectifs partagés avec des engagements respectifs, c'est-à-dire que chacune des institutions s'engage à mettre tel ou tel moyen pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, il y a quand même un enjeu de sortir un peu du jeu de dupes au-delà justement des grands mots d'ordre pour aller vers ces outils engageants. Et c'est pas si facile parce que ça met un peu chaque acteur face à ses responsabilités. Et puis, du coup, dans une logique partenariale qu'on a construite depuis très longtemps,
comme un cadre de travail partagé, etc. C'est pas si facile. Je le vois, on accompagne plusieurs territoires qui travaillent sur leur convention territoriale d'application. C'est pas si facile de mettre les acteurs autour de la table et de dire bon alors maintenant, ok, on a les objectifs. Qui s'engage à quoi? C'est pas si évident que ça, parce que y a pas de chef. C'est des gouvernances plutôt horizontales, parce que chacun a un peu ses marges de manœuvre et ses capacités d'action, ses propres logiques politiques aussi. Et donc c'est pas si facile. Et donc c'est comment est-ce que on va faire en sorte que chaque signataire puisse ajuster en fonction des objectifs les moyens qu'il va mettre derrière. Donc je trouve que c'est tout le passage de, on va dire, le contrat un peu mot d'ordre partagé à l'outil de négociation, et c'est un peu le travail que vous êtes en train de faire et que vous avez devant vous, quoi. Alors, il y a une réaction, une question même assez intéressante qui peut-être est arrivée un petit peu en décalé par rapport à notre propos, mais c'est pas grave. Les élus des QPV se rencontrent-ils entre régions? Le plateau est féminin, est-ce représentatif des élus des QPV? Est-ce facilitant auprès des femmes invisibilisées dans les quartiers? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vous passe la parole après, peut-être si vous souhaitez répondre, mais en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, justement j'ai regardé un peu, parce que moi aussi je me posais cette question de est-ce qu'il y a plus de femmes élues en politique de la ville que d'hommes. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à parité parfaite, 50% de femmes, 50% d'hommes qui ont cette délégation de la politique de la ville. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres politiques publiques, c'est peut-être un peu différent, Manon Loisel. Oui, sans doute qu'effectivement, si vous regardez la répartition des vice-présidents sur d'autres délégations, je pense par exemple aux finances ou à l'urbanisme, là on va être sur des délégations qui sont beaucoup plus marquées par des hommes. Au contraire, tout ce qui est plutôt affaires sociales, affaires familiales, sport et culture, et ben là pour le coup on va avoir une présence plus forte des femmes. Et puis dans les plus hauts postes, à savoir celui de maire, on est encore à 88% d'hommes. Donc il y a une répartition plutôt genrée des délégations. Là, effectivement, moi, j'ai pas réussi à trouver sur politique de la ville quel était le pourcentage national. Donc, effectivement, sur Nouvelle-Aquitaine, on est à parité, ce qui dit des choses. Et sur est-ce que les élus des QPV se rencontrent entre régions, on en parlait juste avant le début du lancement. On disait que finalement, il y avait beaucoup de dynamiques entre les professionnels de terrain, les acteurs techniques, des dynamiques nationales, régionales, notamment pilotées par les centres de ressources, mais que par contre, effectivement, le dialogue inter-élu à la politique de la ville a l'air d'être un petit peu moins dynamique. Peut-être vous pouvez réagir à ça. Oui, moi je vous remercie vraiment d'avoir organisé aujourd'hui, parce que je pense que ça peut être le lancement justement d'une action un petit peu plus, portée sur le volet politique de la ville. Autant, moi j'ai une autre délégation sur la prévention de la délinquance où on a un réseau qui échange des informations régulièrement. Autant c'est vrai que sur la politique de la ville, peut-être parce que c'est transverse, CISPD est transverse aussi, mais peut-être plus installé. Je sais pas pour quelle raison, peut-être pouvoir de police du maire, j'en sais rien, mais il y a tout un tas de choses qui font que probablement le réseau s'est constitué depuis plus longue date. Mais c'est vrai que sur la politique de la ville, on n'a pas ce volet-là, et c'est dommage parce qu'il y aurait sûrement des échanges de pratiques intéressants. Oui. D'autant que, encore une fois, c'est un petit peu ce que vous disiez sur la question du contrat. C'est vrai que c'est un peu schizophrénique, parce que à la fois on veut figer les choses à un moment parce qu'il faut que chacun dise le minimum qu'il va amener. De l'autre, ce qui est la force de la politique de la ville, c'est de savoir sortir du cadre. Donc on est un peu toujours sur cette espèce de truc d'équilibre précaire, on va dire. Et je trouve qu'on commence à avoir le handicap de notre avantage de départ, qui était qu'on a été un des premiers contrats partenarial à s'intégrer dans le paysage institutionnel. Aujourd'hui, il y en a pour tout. Et du coup, ça banalise le contrat. Et le nôtre commence à payer un peu les pots cassés de cette banalisation, où on met des choses pour dire qu'on écrit, mais ça correspond pas à grand-chose. Et au final, derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est un peu le handicap. Et je pense que c'est là où il faut qu'on réfléchisse collectivement notre façon de rentrer un peu dans l'art institutionnel pour forcer un peu la main sur la question des engagements. Et donc, plus que jamais, je pense qu'on a besoin
ce réseau élu politique de la ville, en lien avec les techniciens, pour forcer un peu le destin. Ouais. On va dire ça Je pense comme ça. Ça me paraît très important, d'autant que il y a un bilan à partager du contrat précédent, qui est un bilan qui n'est pas automatiquement de très positif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui en ressortent qui posent problème. Il y a des endroits où effectivement on est avec des écarts encore plus profonds entre certains territoires. Donc faire ça ensemble, faire ce bilan ensemble pour pouvoir effectivement mieux s'approprier le futur contrat, le contrat qu'on est en train de signer, ça me paraît essentiel. Mais si je peux rebondir, je trouve d'ailleurs, et ça c'est un des messages, si on peut le faire passer collectivement, c'est qu'à chaque fois qu'on évalue un contrat politique de la ville, on évalue le succès d'une politique globale. Et je trouve pas ça juste, en fait. Parce que le contrat politique de la ville, il est là pour essayer de compenser tout ce que les autres font pas de bien. Et en même temps, du coup, on lui attribue ce que les autres font pas de bien. Alors, c'est un peu moche, l'histoire. Parce que, et là, publiquement, c'est la petite musique qui revient, là, après les émeutes en permanence, en disant, la politique de la ville a failli, parce qu'il reste des inégalités. Mais non, en fait, s'il n'y avait pas eu la politique de la ville, probablement ça serait encore pire. Ça serait pire. En fait, c'est le succès des autres politiques qui n'a pas fonctionné, qui a failli. Donc, le contrat de ville doit être l'occasion de re-questionner les autres politiques. Et c'est ça qui est pas évident. Parce qu'on arrive en étant pénible, du coup. Voilà. On est deux pénibles, on va pas se mentir. On arrive, tous les autres nous voient arriver en disant « Ah, ça va être les pénibles. » Encore elle. Moi, c'est ça. Je les vois dans les yeux, encore elle. Non, peut-être pour rebondir, parce que j'ai été très marquée dans un des ateliers de la communauté Nouveaux Accords. Là, on avait organisé un atelier sur les émeutes. Comment essayer de mieux entendre et comprendre les émeutes. Et beaucoup ressorti ce que vous venez de dire, à savoir le paradoxe entre le fait que la politique de la ville est de moins en moins puissante, mais qu'au moment des émeutes, on pointe du doigt sa responsabilité. Donc, d'une certaine façon, elle a été un peu victime collatérale de ces émeutes. C'est-à-dire qu'on a dit cette politique de la ville, elle marche pas, il faut qu'on en finisse, etc., etc. Et donc, on voit bien le paradoxe, quoi. De moins en moins de moyens et de budget. Hein. On est quand même sorti de l'âge d'or dans lequel il y avait des centaines de milliers, voire plus d'euros en jeu. Et en même temps, on voit bien que c'est on va dire, le coupable tout trouvé quand les choses vont mal, de dire c'est de la faute de la politique de la ville. Donc vraiment, je rejoins ce qui a été dit et je pense que ça fait partie peut-être de la spécificité aussi de votre délégation. Quand vous dites encore elle, c'est pas facile, quoi. Devoir peser dans les arbitrages et en même temps être jugé responsable quand ça va pas dans les quartiers, je trouve ça un peu fort de café. Un peu, oui. Madame Salabert, vous nous parliez tout à l'heure vous avez commencé à aborder la question de la réorganisation interne qui a pu avoir lieu récemment dans les services de la ville de Lormont. L'effet a été de favoriser la transversalité que l'on recherche tellement quand on veut travailler sur cet objet de la politique de la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé les marges de manœuvre que ça a pu vous offrir à vous sur votre délégation politique de la ville, cette réorganisation politique et administrative. Ça s'est fait sur les deux. Disons que quand on a préparé les élections et le mandat, Jean Touzeau, donc maire sortant, nous a proposé une nouvelle organisation pour la suite si nous remportions les élections. Et cette réorganisation, c'était, au lieu de continuer à être chacun dans sa délégation avec peut-être un service dédié, voire deux, mais pas plus, c'est de procéder par pôle thématique, et donc de créer 5 pôles qui permettent effectivement d'avoir plusieurs élus, plusieurs délégations, et donc plusieurs services, déjà en transversalité au sein du pôle, et ensuite créer de la transversalité entre les différents pôles. Donc nous, on a ville durable, ville vivante, inclusive, épanouie et affaires générales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'un côté tout ce qui peut être autour de l'habitat, de l'architecture,
déchets, propreté, etc., au sein de la DSTU, enfin, le grand ensemble technique. Un deuxième pôle ville vivante, c'est tout ce qui est citoyenneté, les délégués de quartier, le travail autour de l'associatif, etc. Troisième pôle inclusif, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne les activités, l'emploi, l'insertion, donc ce grand chapeau qui permet donc la vie professionnelle, etc. Et ville épanouie, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne éducation, jeunesse, sport, etc. Donc tout ça, c'est sous les chapeaux. Puis affaires générales, on y retrouve la sécurité, plus les RH, etc. De façon à voilà. Et tout ça, l'idée, c'était, on ne crée pas de nouveaux silos, on fait en sorte que à l'intérieur du pôle, ça soit transversal, et entre les pôles, on mette en transversalité. Ça a été très compliqué à mettre en œuvre, effectivement, parce que tout le monde a ses habitudes. Certains élus étaient déjà sur la mandature précédente, voire sur la mandature encore précédente, donc il faut changer les habitudes. Les services, ils sont là depuis aussi un certain temps. Donc, on a pas mal travaillé, et puis on peut voir que sur 3 années qui viennent de s'écouler, en plus on a eu les 2 années où on était enfermés derrière nos écrans, donc là on a quand même une meilleure appréhension des projets et la mise en commun de solutions. Après, il nous manque une certaine fluidité dans la communication entre nous, mais la communication en général, parce que c'est compliqué d'expliquer aux gens que oui, vous me dites ça, mais moi je vais en parler avec les autres, parce que ce qui est important, c'est qu'on prenne ce que vous venez de m'expliquer, on le prenne tous ensemble. Voilà, on s'en empare tous ensemble, parce qu'on va trouver les solutions, mais on va les trouver à travers plein de choses, plein de services, etc. C'est pas quelqu'un qui décide comme ça, de façon un peu supérieure, voilà. Alors, en ce qui concerne la délégation politique de la ville, ce qui est intéressant, c'est que on est donc dans la transversalité, c'est la base de cette délégation, et donc on est relié directement à la direction générale et auprès du maire. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que délégué politique de la ville, je participe aussi à la ville durable, c'est-à-dire tout ce qui est habitat, architecture, propreté, etc., etc. Pourquoi? Parce que on a un quartier qui est en train de se transformer, et qu'il faut aussi être dans cette logique-là, dans cette réalité-là, et donc être là sur certaines réunions avec les architectes, etc., etc., parce qu'on apporte aussi la parole des habitants qu'on a interrogés de notre façon, etc. Donc cette transversalité, elle se joue déjà comme ça. Mais comme je suis dans ce pôle-là, du coup j'entends plein de choses. Je récupère plein d'informations que je peux apporter à la politique de la ville, mais que je peux aussi apporter dans les autres pôles, en disant attention, nous on a ça, vous là-bas au pôle ville durable, on a ça, on pourrait travailler ensemble pour arriver à ça. Comme on a une cité éducative qui est donc dans le pôle ville épanouie, cette cité éducative, elle dépend effectivement de cette transversalité de la politique de la ville. Donc nous travaillons ensemble là-dessus, et du coup, comme il y a tous les projets qui sont portés chaque année dans le cadre des politiques de la ville, sont portés et par la culture, et par l'emploi, et par voilà, différents services, on se réunit service par service avec la politique de la ville, ou bien tous ensemble selon les projets, et on voit ensemble ce qui va être bien de mettre en place tous ensemble, parce que c'est pas la peine que le service emploi fasse un truc alors que le service culture fait exactement la même chose, mais ils le font séparément avec le même acteur. Donc plutôt se mettre ensemble, voir comment on va pouvoir mettre en place les animations de l'été, les animations des vacances, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui permet cette transversalité, me permet de faire ça, et donc permet aussi au service tel qu'il s'est constitué, alors avec maintenant plusieurs personnes, et dont une personne qui s'occupe de la médiation sur les territoires,
ce qui va nous permettre effectivement d'avoir ce rôle un peu de coordination et de tissage de liens et d'apporter effectivement une information sur les dispositifs financiers qu'on peut appeler, même si c'est pas lié à la politique de la ville, mais attention, il y a ça qui est en train d'être mené par la DRAC ou par tel service de l'État. Vous devriez aller vous y intéresser. Enfin voilà, tout ça, ça permet effectivement d'être plus dans une notion de partage, de la même façon qu'il faut être sur le terrain et être dans le partage avec les habitants. Il faut la même chose et au niveau des élus et au niveau des services. Et ce lien-là, il est hyper important à maintenir et voilà. Et en dernier lieu, je voulais en parler parce que je crois que vous n'en avez pas parlé. En ce début d'année, on a la politique de la ville, on a proposé de mettre en place un copilotage de la politique de la ville avec tous les services, tous les élus, avec monsieur le maire, bien entendu, qui était d'accord. Donc, on a fait notre numéro 0 en janvier, où on a présenté l'état des lieux que l'on avait fait sur quartier par quartier, sur ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui est à re-questionner, qu'est-ce qui est à garder, etc. Et ce copilotage nous permet effectivement, alors on va pas faire des copiles tous les mois, hein, on va peut-être en faire qu'un par an, mais nous permet effectivement d'avoir au sein même de notre organisation tous les services et tous les élus qui peuvent apporter leur regard et apporter aussi leur idée, leur envie, tout en marchant. C'est-à-dire qu'on met les projets en route, on est déjà sur des moments, des groupes de travail où on travaille sur des projets particuliers, mais à un moment donné, on fait un état de ce qui vient de se passer, on voit ce qui marche et on continue. Ça, c'est très important de ne pas rester on est service politique de la ville, point barre. Non, vous avez eu ce moment de dire outils. Moi, j'ai envie de dire, moi, je l'ai dit aux copines, on est un outil. Voilà, on est là pour servir. C'est un outil, ce service politique de la ville. Et moi, élue avec cette délégation, je fais partie de cet outil. C'est intéressant parce que cet exemple que vous nous racontez, enfin ce temps du comité de pilotage là que vous venez de nous partager, vous avez fait sur Saintes un peu le même exercice à l'échelle de l'Interco auprès de la conférence des maires, et vous m'en parliez quand on préparait la webconférence, et vous m'avez dit à quel point ça avait été un point d'orgue intéressant. Je vous laisse raconter peut-être ce qui s'est joué sur ce temps-là. Oui, on était surpris même parce qu'en fait les premiers, honnêtement, c'était poussif. Hein. Là, pour le coup, je me suis sentie un peu seule. J'avais pas l'impression que ça passionnait les foules. Et il y avait souvent peu d'élus sur les précédents, pas beaucoup de questions. En général, en 5 minutes, c'était évacué et question suivante, quoi. Et le dernier, vraiment, ça a suscité beaucoup de questions. On a eu des échanges hyper intéressants avec les maires des communes rurales et surtout, ça a modifié certains aspects puisque notamment, il y a eu un lien... on a la même composition avec un quartier qui est forcément un petit peu plus jeune que la moyenne des quartiers de la ville. C'est souvent le cas dans les quartiers prioritaires. Et en réalité, on a des communes rurales qui savent pas trop comment prendre la question de la jeunesse sur leur commune. Et donc, on peut leur amener des solutions partagées puisque ces jeunes, en plus, ils se retrouvent. Et ça, c'est un vrai sujet particulier chez nous, c'est que le collège, c'est pas que le collège du quartier, quoi. C'est le collège du quartier et des communes rurales. Donc, c'est des jeunes qui se retrouvent, qui vivent ensemble, qui ont des temps ensemble. Donc, ça a suscité ce biais-là, a permis d'ouvrir la porte d'une discussion plus générale. Et franchement, c'était très intéressant. Et pas que intellectuellement, il y a eu vraiment des propositions qu'on va mettre en place, et que ce soit sur le nouveau, là, on crée un service de médiation sociale. Ça fait partie des éléments qu'on a un petit peu ajustés dans le volet médiation sociale pour répondre à ça. Alors, vous évoquiez vos différentes casquettes politiques. Est-ce que c'est le fait d'avoir ces différents mandats
est un atout pour exercer cette délégation de la politique de la ville et comment vous arrivez à gagner en marge de manœuvre grâce à cela? Ouais, c'est un vrai atout. Moi, alors j'assume complètement le cumul, mais alors complètement dans ce domaine-là. C'est un vrai atout parce que on a des situations. Alors donc dans mes délégations, j'ai la communication à la ville, ce qui me permet d'avoir un nez un peu partout. Même question que pour le COPIL. Ça me permet de fourrer mon nez partout, ce qui peut être un peu intrusif pour les autres élus, mais d'un autre côté, permet d'éviter les silos et les angles morts. Par exemple, le dojo. Si on suit le calendrier des travaux, ça avance. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet. Il va avancer. Première pierre à la fin de l'année. Sauf que la question de savoir comment on associe pas seulement les usagers du dojo, mais les habitants du quartier, les collégiens du quartier, etc. Ça, c'est une autre question qui n'est pas forcément un réflexe chez les techniciens du volet bâti, en fait, du côté bâtimentaire. Donc, ça, c'est un atout. Deuxièmement, j'ai le volet CISPD sur l'agglo, donc toute la question de la prévention de la délinquance. Donc deuxième atout, parce que on crée un service de médiation, ça permet que ce service de médiation, il y ait des adultes relais politiques de la ville, mais que ça s'arrête pas là, qu'ils aillent aussi sur le reste de l'agglo et d'avoir une espèce de complémentarité permanente entre ville, agglo, voilà. Et le dernier, c'est le département. Et là, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, il se trouve qu'en plus, sur le quartier prioritaire, on a une spécificité à Saintes, c'est que le foyer départemental de l'enfance, qui est à Saintes, la majorité des enfants sont scolarisés sur le quartier prioritaire. Donc, ça donne une vision à 360 par rapport à ces enfants. Et sur le volet protection de l'enfance et situation de solidarité, quand il faut récupérer un bout d'aide par-ci, un accompagnement par-là ou une urgence d'accompagnement éducatif, ça aide. Et c'est vrai que voilà, ça je l'assume totalement parce que ça permet justement d'être à la fois sur une vision un peu globale et à la fois sur des situations particulières d'être un peu plus rapide parce qu'on sait que si on n'agit pas le levier très vite, on peut perdre les familles. C'est un peu le lait sur le feu, c'est le meilleur. C'est-à-dire que dès qu'on utilise les ressources tout de suite, ça prend. Là, il y a un petit Hugo là qui nous a scotché, petit rappeur, je vous donne un exemple. Il a bougé les anciens du quartier à côté pour leur expliquer qu'ils comprenaient pas parce qu'il y avait une personne âgée qui habitait à 3 rues de chez lui, mais hors quartier prioritaire, avec qui il s'entendait très bien, qui le fâchait tout le temps quand les ballons tapaient pas loin de chez elle, mais qu'il aimait beaucoup. Et là, les enfants l'ont mis à l'EHPAD sans se poser de questions, et ça, c'est pas normal. Et en fait, il a re-questionné tout le quartier là-dessus, de fait. Et c'est des petites choses où nous, ça nous permet de faire remonter une situation. De faire remonter aussi un besoin, parce que manifestement, il voulait aller la voir, qu'il puisse pousser la porte de l'EHPAD, qui par ailleurs est municipale. Non, mais c'est des petites choses, mais l'air de rien, ça permet d'avoir une vision à 360 et pas seulement, quoi, d'utiliser tous les leviers. Manon Loisel, cette question de la gouvernance de la politique de la ville, on dit d'elle qu'elle est fort compliquée. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup. La gouvernance de la politique de la ville, c'est complexe. Au regard de ce que vous connaissez d'autres politiques publiques, est-ce que ça vous semble effectivement être le cas ou est-ce que c'est simplement le propre de toute politique publique transversale ? Moi, je dirais que la plupart des politiques publiques dont le Graal est la transversalité, parce que vous n'allez pas aujourd'hui entendre une politique publique qui ne parle pas de ce Graal de la transversalité, on en parle partout, tout le temps, et moi ça fait 10 ans que je travaille, ça fait 10 ans que j'entends il faut qu'on sorte de nos silos sectoriels, etc. Je veux dire, bon voilà, ça c'est une quête un peu permanente dans toutes les politiques publiques. Là, la spécificité, encore une fois, sur la politique de la ville, c'est de décalage entre, d'un côté, cette complexité procédurale, et la faiblesse des moyens derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas d'autres politiques publiques qui se veulent transversales et qui peuvent soit jouer sur une très grande agilité des modes de faire, donc pour parler de façon un peu brute, des espèces de task force techniques qui vont aller un peu de service en service, de façon très mobile, etc. Soit des politiques publiques qui ont le droit commun, des forces de frappe budgétaires énormes.
problème de la politique de la ville, c'est que là, on essaye d'agir en transversal, mais qu'on n'a ni vraiment l'agilité technique, parce que politiquement, je pense qu'on a l'agilité, et vous l'avez dit, que ce soit via des formes de copil ou le cumul des mandats. Le cumul des mandats en local est une pratique d'agilité pour pouvoir faire de la transversalité, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au niveau technique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a à la fois pas cette agilité-là. J'avais fait toute une série d'entretiens, notamment avec des acteurs de l'adaptation au changement climatique ou de la décarbonation des mobilités dans des collectivités qui me disaient non, mais ils sont gentils à la politique de la ville, mais il faut tout le temps que on se mette dans leur calendrier, dans leur vocabulaire, dans leur dispositif. Nous, à la fin, on en a marre. Donc, c'est quand même rigide, quoi, tout ça. Donc, il y a vraiment ce truc de dire comment est-ce qu'on fait en sorte de travailler ensemble davantage. Et puis, cette question des moyens. Donc, il y a 2 options derrière pour la transversalité. Soit on considère que la politique de la ville n'a pas vocation à être une politique publique distributive, auquel cas on dit OK, c'est une fonction support qui doit aider tous les autres services à mieux comprendre les enjeux des quartiers. Auquel cas, ça veut dire qu'il faut vraiment savoir se mettre à disposition des autres services. Et pour l'instant, de ce que j'ai constaté, ce n'est pas le cas. C'est très difficile encore pour les agents côté politique de la ville de se mettre à disposition du service mobilité, à disposition du service habitat, etc. Encore une fois, parce qu'ils ont leur propre routine et complexité technique. Hein. C'est pas du tout un problème de compétences ou de mauvaise volonté. Hein. Gens très volontaires dans la politique de la ville. Soit on considère qu'il faut mettre des moyens. Et donc là, on repart sur la discussion de tout à l'heure, à savoir une politique plutôt redistributive en faveur des quartiers. Mais donc, on voit bien, hein, c'est cet enjeu de agilité technique ou budget, force de frappe et levier de transformation. Là, en l'occurrence, c'est ça qui est compliqué. Moi, je plaide plutôt pour la première option. Je pense que cette question de comment est-ce qu'on met tous les services politiques de la ville au service des autres services, c'est un vrai chantier. Et je vous donne juste un dernier exemple qui est sur la question de la décarbonation des mobilités. Dans le cadre de nouveaux accords, justement, on a testé des alliances notamment avec les services mobilité, et on voit bien que sur des objets hyper concrets, par exemple le déploiement des véhicules électriques, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en gros, on avait d'un côté nos acteurs politiques de la ville qui disaient non mais alors les véhicules électriques ça n'arrivera pas dans les quartiers, mais vous avez rêvé, c'est ni pour demain ni pour après-demain, nos habitants ne seront pas concernés, et les acteurs côté mobilité qui disaient mais attendez, 80-90% de la trajectoire de décarbonation sur les questions de transport, ça va se jouer avec le véhicule électrique. Et en fait, il va y avoir des dispositifs de leasing à 100 € par mois, etc. Il va falloir se bouger pour que les quartiers y aient le droit. Et parce qu'il y a encore plein de gens dépendants de la voiture dans les quartiers. Tous les quartiers sont pas bien desservis en transport en commun, etc. Et on voit bien là-dessus qu'en fait, il y a des vraies alliances à faire, notamment sur les sujets adaptation au changement climatique, décarbonation et tout, mais que ça nécessite quand même vraiment que les services en charge de la politique de la ville aillent, on va dire, encore une fois, se mettre au service des autres. Et c'est pas si facile parce que eux-mêmes sont noyés dans le calendrier politique de la ville, calendrier contrat de ville, ils ont quand même assez peu de temps pour prendre du recul, regarder ce qui se passe dans les autres services. Enfin, c'est vraiment pas si évident que ça. C'est pour ça que, moi, je pense que les deux options que vous proposez, pour l'instant, nous, on fait les deux. Voilà, on a un travail qui se fait, on va dire à l'ancienne. Donc, la politique de la ville travaille avec tout ce qui peut être les financements, les aides, les trucs, etc. Accompagner les acteurs pour ça. Et en même temps, on met en place du partage avec les services en leur disant on ne vous amène pas du travail en plus, on vous dit simplement ce que vous êtes en train de faire. On partage pour voir de quelle façon on peut vous indiquer à quel endroit aller, comment aller, etc., etc. C'est compliqué, pas simplement parce qu'on a beaucoup de boulot au niveau du service, c'est compliqué aussi parce qu'en face, mais qu'est-ce que vous venez vous mêler de ça ou de ça, etc. Donc, et c'est pour ça que on a aussi mis en place ce copilotage de façon à ce que les élus et les services soient dans le copilotage de ce service transversal, de façon à voir qu'il n'y a pas un enjeu de prise de pouvoir, mais au contraire de partager et de se donner les outils,
les trucs pour avancer. Voilà. Ah, mais je crois beaucoup à la troisième voie, moi. C'est-à-dire un peu de financement, suffisamment pour que ça puisse faire la maille de certains projets qui n'arrivent pas à être bouclés. Et donc, ça peut susciter du coup l'intérêt de certains services qui auraient peut-être tendance à le faire dans leur coin en se disant la politique de la ville, on verra plus tard. Mais si nous, par exemple, on a une carotte entre guillemets qui est qu'on a 50 000 € mobilisés tous les ans sur le mandat pour l'investissement, donc subvention d'investissement, soit directement en investissement sur des projets. Mine de rien, ça permet d'arriver en disant au service, attention, là, il y a peut-être quelque chose qui peut permettre de boucler un projet. Un projet que vous mettez en stand-by parce que vous ramez pour aller chercher la dernière enveloppe qui va finir de boucler, là, on vous l'amène. Et du coup, c'est une troisième voie, en fait. C'est pas des gros financements, mais c'est juste ce qu'il faut pour susciter le bon timing, quoi, pour que les timings se réajustent. Le deuxième volet, c'est la GUSP, où le fait d'aller déambuler dans le quartier pour voir ce qui va pas. Au début, nous, ça a été très poussif. Il y avait eu du passif pas très plaisant entre ville et agglo, donc ça a été compliqué de mettre tout le monde les pieds dans le quartier. Mais au final, aujourd'hui, c'est un vrai atout parce que les services techniques se sont aperçus que le fait de faire avec l'avis des habitants, ça évite bien des déconvenues et notamment de devoir repasser 15 fois pour refaire un truc parce qu'il a été pété ou parce qu'il n'a pas été respecté. Et donc, ce volet-là, sur le moment, c'est exactement ça, c'est mais qu'est-ce qu'elle vient encore me casser les pieds, celle-là. Mais dans un deuxième temps, c'est peut-être pas si con que ça marche, quoi. Donc, c'est une espèce de troisième voie pas très plaisante entre les deux, qui est souvent inconfortable, mais qui au final, bon... Je pense que c'est une façon de tricoter aussi. Avec un peu de chocolat, de sucre, ça passe. Avec un peu tous les points. Je suis toujours un peu partagée sur cette question du financement, parce qu'encore une fois, il y a cette fameuse voie où, effectivement, moi, je trouve que sur cette question de la prise en compte des inégalités et dans une perspective d'équité, il y a un enjeu de financement. J'ai été très marquée par plein d'acteurs, notamment, je me souviens de la directrice politique de la ville de Nantes Métropole qui disait, attention, à Nantes, le budget de la politique de la ville, c'est l'équivalent de 3 ronds-points. Et il faut remettre les choses, enfin je veux dire, et il y en a plein comme ça qui témoignaient pour dire, si on se fait aussi tirer dessus quand ça va mal, c'est parce que les gens croient qu'il y a des énormes budgets derrière et que c'est faux et qu'on s'appuie sur peanuts, quoi. Et donc je trouve que c'est important de le redire parce que parfois aussi la colère contre les quartiers, on l'a vu au moment des émeutes, la colère contre les quartiers était plus forte que la colère dans les quartiers au bout d'un moment. Et donc je pense que cette colère, elle est aussi alimentée par ce mythe qu'il y aurait un pognon de dingue pour les quartiers, ce qui est totalement faux. Et du coup, je pense qu'il faut aussi redire, c'est pour ça que j'en appelais plutôt à une logique plus transversale de se mettre au service des quartiers pour presque assumer d'une certaine façon qu'il n'y a pas de budget, quoi. Donc je comprends ce que vous dites quand vous dites ça peut faire effet levier, ça peut venir boucler un projet. Enfin, j'entends très bien, mais je trouve qu'il y a une forme de soit de lucidité, en tout cas, soit d'objectivation à dire il faut qu'on objective l'argent dont on parle parce qu'en fait on parle de très peu d'argent. Et encore, on ne monétise pas, enfin on ne budgétise pas ce que ça coûte de faire de l'assainissement quand c'est à perpète dans une commune hyper éloignée de la commune centre, par rapport à ce qu'au final les quartiers coûtent en termes d'aménagement du territoire. Parce que forcément, c'est à proximité, c'était des réseaux déjà existants. La plupart du temps, c'était le faubourg de la ville, donc tout était déjà préexistant. Ça non plus, on le monétise pas. Et c'est aussi quelque chose que je trouve qu'on devrait valoriser parce que le milieu rural se sent souvent pas pris en compte, mais en réalité, quand on paye un réseau de bus ou un réseau d'assainissement pour aller là-bas, déjà, enfin pour aller dans une commune extérieure qui s'est tout d'un coup créée un peu éloignée des communes de départ, c'est des coûts qu'on ne valorise jamais. Pourtant, ça a un coût et pas négligeable. Je voudrais qu'on parle un petit peu des nouveaux enjeux des territoires, des nouveaux défis aussi qui sont face auxquels plutôt les élus à la politique de la ville vont devoir faire face. Cette question des transitions peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Vous travaillez beaucoup sur ce sujet ? Oui. Alors, la particularité de ces questions de transition écologique, c'est que à la fois on voit bien que ça va être au cœur
de cette nouvelle mouture des contrats de ville, que notamment l'injonction ministérielle était assez forte, de dire il faut en faire un sujet central, et on comprend bien pourquoi, parce que l'ampleur des défis est énorme, et que vivre une canicule, vivre un été très froid, vivre tout un tas de dérèglements climatiques dans les quartiers, c'est encore autre chose que de le vivre dans des quartiers plus aisés, quoi. Et donc il y a vraiment un enjeu d'inégalité climatique, de précarité écologique, on pourrait même dire, qui est très fort. Le truc, c'est que là encore, on a une difficulté à savoir comment le prendre dans les contrats de ville. Et quand on en a fait un peu un des sujets clés et centraux de cette communauté Nouveaux Accords, dans le cadre de l'expérimentation ANCT 27e région, la première réaction des délégués du préfet et des partenaires plutôt côté collectivité des services DSU, c'était de dire « Oh là là, transition écologique, franchement, on ne sait pas comment faire, c'est pas la priorité des habitants, on nous en parle pas, on veut pas venir avec une énième injonction paternaliste de plus, et du coup, on est hyper mal à l'aise, on sait pas comment faire, quoi. » Donc nous, un des sujets, peut-être là je vous renvoie vers le site internet parce que je dois aller vite, mais on l'a beaucoup traité, de savoir un peu comment est-ce qu'on cadre le sujet, comment est-ce qu'on arrive à objectiver cette question de la précarité écologique, du cumul des fragilités qui se posent quand on est dans un quartier et qu'en fait on est en période de défi climatique. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a un gros objet à saisir pour les prochains contrats, en essayant de se poser un peu la question de, encore une fois, comment on fait cette addition entre précarité sociale et défis climatiques. Deuxième sujet qui me paraît important, et je vais aller vite, c'est la question de la lutte contre les discriminations. On en a un peu parlé, les émeutes ont fait remonter d'une certaine façon ce sujet, et ont fait remonter la difficulté de la politique de la ville à, on va dire, presque remettre la question du respect des droits fondamentaux au cœur de son projet, quoi. Et donc, droits fondamentaux, c'est quand même le droit à la sécurité, c'est quand même le droit à la dignité. Et on a entendu à un des moments dans la communauté Nouveaux Accords, mais d'une certaine façon, on a l'impression avec ces émeutes que les zones de non-droit, c'est pas des zones dans lesquelles l'insécurité règne en maître, mais plutôt des zones dans lesquelles nos droits ne sont pas respectés, et notamment le droit de nos enfants à vivre en sécurité dans les quartiers. Et du coup, je trouve que là-dessus, il y a un vrai enjeu dans les contrats de ville de dire comment on dépasse la lutte contre les discriminations qui correspond d'une certaine façon à des tentatives de sensibilisation depuis les acteurs publics vers l'extérieur, et donc des acteurs publics qui essayent de sensibiliser aux discriminations, pour avoir un travail plus réflexif sur les propres pratiques discriminatoires des institutions. Et là, je trouve qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé sur les violences sexistes et sexuelles, où le mouvement MeToo a vraiment permis de comprendre la responsabilité des institutions, la police, la justice, l'école, etc., sur la capacité à prendre en charge les violences sexistes et sexuelles, au-delà même du fait que les femmes s'expriment. Il y a vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on recueille leurs paroles, comment on les accompagne. Là, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on va travailler sur les comportements discriminatoires des institutions publiques en sortant du déni, quoi, en se disant oui, il y a un chantier à faire, comme il y a eu un chantier sur les violences sexistes et sexuelles, et il y en a toujours un, mais je veux dire, la série Sambre montre bien à quel point dans les années 80, être victime de violences sexistes et sexuelles et aller dans un commissariat ou auprès d'une cour de justice en parler, c'était juste, il y avait des milliers de kilomètres à faire avant d'être pris en charge. Il y a eu du chemin de fait là-dessus. Et ça devrait être la même chose sur les discriminations. Puis, troisième sujet, mais on n'aura pas le temps, c'est l'essoufflement des dynamiques participatives. On en parlait un petit peu avant cette webconférence, de dire il y a quand même un enjeu à réinventer les modalités de participation des habitants. Et là-dessus, moi, je fais plutôt l'hypothèse que c'est des enjeux de redistribution de l'écoute, de faire en sorte qu'on n'entende pas toujours celles et ceux qui sont les plus motivés à venir participer, mais qu'au contraire, et c'est aussi ce que vous faites déjà en tant qu'élu, on aille essayer de démultiplier les dispositifs d'écoute pour aller entendre les besoins de celles et ceux qu'on entend le moins et dont la voix compte pourtant. Mesdames les élus, est-ce que vous souhaitez réagir sur ces trois sujets? Est-ce que vous, sur la question des transitions, par exemple, est-ce que c'est des sujets que vous vivez sur vos territoires? Est-ce que ça fait partie des objets sur lesquels vous travaillez déjà? Moi, je pense que sur la transition écologique, les quartiers sont en avance, en fait.
parce que ils savent enfin, nous on a beaucoup d'habitants qui savent récupérer, enfin faire comme il n'y a pas énormément de ressources, celle qu'il y a, il faut qu'elle soit durable. Donc, au final, on a beaucoup de récup. Il y a il y a des habitants qui conseillent nos services techniques, qui sont pourtant assez pointus sur le sujet, sur le volet paysager, pour utiliser des espèces végétales qui sont peu consommatrices en eau. On a la même chose sur le volet alimentaire, sur le volet notamment culinaire. Il y a des mamans qui savent très bien cuisiner, alors c'est pas forcément toutes les familles, mais qui savent utiliser les légumes, les fruits. Ça coûte moins cher, au final c'est meilleur. Et donc elles peuvent conseiller là-dessus. Et on a des ateliers cuisine dans le quartier qui sont très efficaces, alors qu'il y a d'autres endroits dans la ville où on a beaucoup plus de mal à faire émerger ce genre de choses. Donc je pense qu'au contraire, faut s'appuyer. Enfin, les quartiers peuvent être vraiment source d'innovation, d'autant qu'ils sortent du cadre. Un outil n'est pas uniquement fait pour une destination. Ils ont l'habitude de l'utiliser pour 50 trucs différents. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur l'autre transition, pour nous, qui met tous les warnings, c'est la transition numérique, qui est pour le coup un vrai sujet de préoccupation, parce que les écrans sur les petits pendant le confinement, quand tu es dans un 2 pièces à papier de cigarette, enfin les murs papier de cigarette, que les voisins gueulent, concrètement t'occupes ton enfant. Et même s'il a moins de 3 ans, il se peut qu'il ait fini derrière les écrans très vite. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une génération qui arrive à l'école qui va falloir vraiment accompagner. Parce que c'est un vrai sujet, et je pense que c'est même un sujet de salubrité publique, mais premier, parce que ne supportant plus la frustration, ne supportant plus le non, problème psychomoteur, enfin il y a vraiment des gros sujets. Et c'est vrai que ça touche plus particulièrement le quartier prioritaire, parce que c'est de l'habitat collectif et que ça a été forcément plus compliqué pendant le confinement. Et cette transition-là, nous on l'avait déjà anticipé dans le précédent contrat de ville, dans le CISPD aussi, mais ça sera vraiment un axe fort sur ce volet-là. Après sur la transition écologique, on a les flux de chaleur, la biodiversité, on travaille vraiment ça, notamment avec les habitants. Sur les démarches de dynamique habitant, je vous rejoins complètement. Je pense que l'enjeu, il n'est pas sur du participatif qui, à mon avis, fonctionne pas tellement, où on retrouve toujours les mêmes, qui portent un discours qui est pas forcément le majoritaire. Je crois beaucoup à des petits groupes en co-construction sur des sujets très particuliers, parce que c'est en faisant qu'on se rend compte que c'est pas toujours si simple et que c'est pas un claquement de doigts, et que tous autant qu'on est, il faut qu'on fasse avec un budget, il faut qu'on fasse avec des contraintes, et ça permet que chaque habitant s'en empare et de créer une future génération d'acteurs publics. Parce que dans le lot, je suis sûre qu'on a des jeunes, nous, qui ont été associés. Il y en a déjà un dans le groupe qui s'est porté volontaire pour le conseil municipal des enfants. Et donc, c'est des générations à venir qui sont en train de prendre un engagement. C'est plutôt cool. Oui. Sur les transitions, nous, on travaille. Alors, c'est toujours pareil. On travaille en fait sur tous les sujets que vous avez abordés. On est aussi sur le droit commun, c'est-à-dire entre mettre en place une épicerie solidaire tout en faisant du maraîchage communal qui permet effectivement de nourrir les cantines, mais aussi les maisons de retraite, mais aussi qui permet à un moment donné de l'année, parce qu'il y en a trop de courgettes, trop de tomates, etc., de faire que tout le monde peut aller ramasser ce dont il a besoin. Sur la cuisine, c'est la même chose, etc. Ce qui est important, c'est, on demandait s'il y avait du transgénérationnel dans l'une des questions, et ce qui est important, c'est aussi ça, la transition. C'est le fait qu'on a un conseil des sages, on a les jeunes engagés et on a le conseil municipal enfant. Et j'ai envie de dire que ça saute de l'un à l'autre, mais bon, il y a un grand écart entre les trois. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est cet engagement à un moment donné, ce fait que au conseil municipal enfant, il y a plein d'idées qui émergent, énormément sur la transition écologique et sur justement l'alimentation, sur le numérique, etc. Et qui ensuite, lorsqu'ils arrivent au lycée, rentrent dans le conseil, dans les jeunes engagés, pour continuer cette militance en fait sur ces sujets, et accompagner les plus jeunes et être sur les quartiers, etc. Et cette transition-là, cette transmission, elle participe aussi à la transition écologique. Voilà, c'est aussi ça qui est très important et qui fait aussi que les idées émergent, comme planter des arbres fruitiers partout là où il y a de la place.
Voilà. Et on fait ça avec les enfants. C'est sorti d'un conseil municipal enfant. Alors nous, on a un conseil pour la transition écologique dans lequel il y a il y a des membres du quartier. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces propos, puisque l'heure est presque écoulée. Mesdames, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette webconférence. Quelques petites informations pour vous dire d'abord qu'on vous fera parvenir un replay de cette séquence dans quelques jours ou quelques semaines qui sera disponible sur notre plateforme. Et ensuite, pour quelques éléments pour vous indiquer un petit peu les prochains travaux, puisqu'on continue bien sûr chez PQNA à vous proposer des séquences de travail. Et donc, sur les prochaines échéances, on va s'intéresser le 12 mars à la question de la lutte contre les discriminations. Justement, on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet en profondeur aujourd'hui, alors que c'est un sujet majeur de la politique de la ville, bien sûr, mais pas uniquement d'ailleurs. Et donc, on a lancé en 2023 tout un cycle de qualifications sur la lutte contre les discriminations. Et donc, on vous retrouve le 12 mars pour une webconférence sur ce plateau qui donnera la parole à plusieurs territoires qui sont très en avance sur des démarches territoriales en faveur de la LCD, la ville de Pessac, la ville de Pau. Et on aura aussi SOS Racisme qui sera là pour apporter le point de vue d'un opérateur. Et puis, autre rendez-vous, les 28 et 29 mars, nous organisons à Tulle le Forum des développeurs territoriaux qui s'adresse à l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le champ du développement territorial, donc aussi aux professionnels de la politique de la ville. Une communication spécifique vous sera adressée très prochainement. Et enfin, un dernier mot pour vous dire que nous allons engager très bientôt un travail de réactualisation des données du tableau de bord Auban, qui est ce tableau de bord qu'on avait fait développer pour vous, acteurs de la politique de la ville, en 2022 à l'occasion de l'évaluation finale des contrats. On avait demandé à un bureau d'études de nous construire cet outil qui permet d'aller observer l'ensemble des données disponibles à l'échelle de chacun des quartiers de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ce tableau de bord, il existe toujours, il est toujours à votre disposition. On va entamer un travail de réactualisation aux nouveaux contours, bien sûr, des quartiers prioritaires. Et donc, on communiquera auprès de vous quand le tableau de bord sera actualisé, sera disponible. Et on réorganisera un temps de travail pour que vous puissiez vous l'approprier et aussi comprendre comment l'utiliser pour piloter le contrat de ville et piloter votre activité au fil de l'eau, dans la durée. C'est pas uniquement pour l'évaluation, mais on parlera aussi de comment utiliser ces données pour construire un cadre évaluatif, parce que c'est utile de se poser dès à présent, bien sûr, la question de l'évaluation qui sera faite d'ici quelques années. Voilà, ces derniers mots, je crois que j'ai terminé, oui. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés et encore un grand merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.